Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast. Je suis votre host, Rinaldo. Et dans ce super épisode, je vous présente Julien Brault, CEO de chez Hard Bacon. Hard Bacon, c'est une application pour vous aider à gérer vos finances personnelles. Donc, on va vous expliquer exactement c'est quoi. Ensuite de ça, on parle du modèle d'affaires de Hard Bacon, comment ils ont réussi à se positionner, qui ils sont aujourd'hui. Par la suite, on rentre dans le sujet du marketing, le SEO. Comment le SEO a été une des campagnes, stratégies marketing importantes pour Hard Bacon. Et finalement, on termine cet épisode avec une discussion sur la récession qui s'en vient. Nous sommes-nous en récession ou non? Bien, on a notre opinion et on a quelqu'un vraiment, un entrepreneur qui travaille dans le domaine de la finance. Donc, restez à l'écoute pour cet épisode sur la FinTech. Et pour ceux qui ne sont pas encore, abonnez-vous au YouTube, à Instagram, à TikTok. Abonnez-vous partout où est-ce que vous nous voyez. De cette façon, on peut continuer à vous donner du contenu de qualité sur l'entrepreneuriat et les affaires. Merci et commençons cet épisode. Let's go! Bienvenue, Julien Brault, au Yellow Sea Podcast. Merci beaucoup. D'avoir accepté cette invitation, qu'on a manqué la première fois, mais qu'on s'est repris. Puis ça qui compte, c'est que tu en manques une, mais tu te reprends après. Je suis content d'être ici. Ah, hey, merci. Puis je suis content parce que moi, je t'ai découvert puis j'ai commencé à te suivre quand tu étais chez La Presse. Journal des affaires. Ouais, tout le monde faisait l'erreur. C'était voici Julien Brault, le journaliste de La Presse Affaires. C'est comme non, c'est le Journal des affaires. Les affaires, OK. Moi, au moins, je suis pas le seul. Non, t'es pas le seul. Ben, le branding est trop pareil. Là, quand ouais. Changer de couleur. L'argent, c'est vert à faire, mais là, vert au lieu de rouge. Mais c'est là que j'ai commencé à te suivre, à lire tes capsules, tes chroniques. Puis c'est intéressant. J'aimais ton approche. Puis j'écoute pas vraiment ça ou je consomme pas vraiment ce genre d'informations-là. En tout cas, genre au niveau, on va dire québécois, mais toi, j'aimais ça. Merci beaucoup. Fait que c'est là que j'ai commencé à découvrir Julien Brault, puis j'ai suivi ton parcours. Aujourd'hui, tu es rendu avec Hard Bacon. Tu es à quelques jours de fermer ta ronde de financement. Effectivement. Tu es rendu à combien de rondes en ce moment? C'est ma quatrième ronde. C'est genre série... Ben, tu sais, des séries, je sais pas si tes auditeurs s'intéressent à ça, mais techniquement, c'est que traditionnellement, puis souvent c'est un mot marketing, mais traditionnellement, c'était ils faisaient ça en preferred share, en actions privilégiées. Okay. Puis la première série, ben, ils faisaient des actions privilégiées de catégorie A, puis ensuite B. Et pourquoi il y avait des A, B, C? C'est parce que au niveau des sécurités, mettons que l'entreprise fait faillite ou qui va être repayé en premier, ben, c'est toujours le dernier. Les investisseurs disent « OK, oui, je vais te donner du cash à une valorisation plus élevée, parce qu'à chaque fois que tu fais une ronde, en général, la valorisation augmente. Mais si, admettons, l'entreprise est vendue pour moins que sa valorisation actuelle, bien, moi, je suis payé avant les autres. Fait que c'est toute une question de ABC, c'est pour tracker les titres qui ont préséance sur les autres. Donc, c'est ça. Dans les journaux, tu vois, ils ont fait une série A, une série B, une série C. Mais ensuite, avant la série A, mais là, il y a plein de monde qui font genre des seed. Puis là, il y a toutes sortes de mots marketing qui ne veulent absolument rien dire sur les rondes. Pour être honnête, la réalité d'une ronde, c'est qu'une ronde, c'est une ronde. Puis là, tu peux mettre des lettres dessus. Nous autres, on ne les a pas faites en actions privilégiées. Et les actionnaires, mettons, de la dernière ronde n'ont pas préséance. Mettons que l'entreprise se vendrait à une valorisation inférieure que la ronde actuelle. Il n'y a pas cette technique-là. Puis c'est pas toutes les rondes qui sont structurées comme ça. C'est juste une tradition. Quand ils annoncent des séries B, des fois, c'est même pas sur les documents juridiques, c'est pas forcément des actions de catégorie B privilégiées. Là. C'est rendu du marketing. Fait que mais j'oserais pas dire parce que si on disait que ma première ronde c'était une série A, mais c'était une petite ronde de 250 000, en général une série A c'est au moins 5 millions. Fait que là je serais rendu, ça serait faux de dire que je suis rendu à A, B, C, D. Une ronde D là, qui est annoncée dans les journaux en général, c'est des fonds de retraite genre Fidelity, puis c'est des rondes de 500 millions. Là, fait là c'est une ronde de 500 000 là, que je close. Fait que tu pourrais appeler ça seed extension au niveau de la taille, ou tu pourrais appeler ça... peu importe comment tu appelles ça, pour moi, c'est une ronde de financement qui me permet de continuer à grossir l'entreprise. Ben là, j'ai vu aussi que quand tu vas sur ton site web, n'importe qui peut même devenir comme un genre d'actionnaire. Effectivement. Nous autres, on n'a pas fait
comme c'est pour ça qu'on n'est pas, passé par le chemin traditionnel. Puis depuis le début, on se finance par en anglais, on appelle ça du equity crowdfunding. Le terme francophone que personne connaît, c'est financement participatif en capital. Ultimement, c'est la différence entre le crowdfunding de type Kickstarter, où tu fais de la pré-vente de produits, puis tu dis hey, « moi, j'ai tel projet, puis si vous me contribuez, ben, je vais vous envoyer un thank you note par la poste ou je vais vous donner le produit que je veux manufacturer par la poste. » Le equity crowdfunding, ben c'est moi j'ai besoin d'investisseurs qui vont soit être actionnaires, soit acheter de la dette, etc. Mais c'est des gens qui, si l'entreprise fonctionne, ben eux vont bénéficier financièrement. C'est ça la notion. Donc on vend des titres financiers versus dans un Kickstarter, ben on vend des produits ou une promesse d'avoir une visibilité, ou etc. Donc, et nous, on s'est financé depuis le début de cette manière-là. Ben, c'est intéressant, puis là, tu viens juste d'en apprendre, puis c'est justement ça le but de la conversation que j'aime avoir avec certaines personnes. Tu sais, j'ai un côté geek en moi qui est curieux, vraiment voir ces structures-là, genre comment ils fonctionnent. Puis toi, je sais que l'entreprise, là, ça va faire c'est près de 5 ans ou plus de 5 ans que vous êtes? On a fondé en 2017, fait que ça fait, je pense en septembre, fait que ça fait bientôt 5 ans. Oh, ça a célébré bien. Oui. T'es fier? Où est-ce que t'es rendu? Oui, je suis fier parce qu'il y a tellement de travail pour se rendre là, puis on touche 232 000 Canadiens par mois avec qu'on aide à mieux faire des meilleures décisions dans leurs finances personnelles. Cela dit, je pense que tous les entrepreneurs sont un peu naïfs quand ils commencent. Je suis sûr que tu peux te reconnaître là-dedans. Tu as parti un projet, tu pensais que c'était 5 minutes puis 5 piastres, puis finalement c'était 1 an puis 1 million. J'exagère un peu, mais donc est-ce que je pense... Pour être honnête, j'aurais pensé que 5 ans après la fondation, je serais rendu plus loin. Puis que tu sais, là, on est 10 employés et j'aurais pensé qu'on serait plus loin. Cela dit, tu sais, c'est le chemin. Puis moi, je pense qu'on est au tout début. Je pense toujours, je suis encore assez fou puis naïf pour penser qu'on va être une compagnie avec des dizaines de milliers d'employés qui fait des milliards de chiffres d'affaires. Mais sur le timing, là, j'ose plus dire un nombre d'années pour me rendre là. J'ai l'impression, on va essayer d'y aller le plus vite possible, mais tu sais, en gérant bien le risque puis en s'assurant justement de survivre jusqu'à ce qu'on soit rendu là. Bien, comme je t'avais parlé de l'invité que j'avais, David Poilubert, que lui, il a exit dernièrement, mais lui, ça a pris 17 ans. 17 ans, genre, il a commencé au début de sa quarantaine. Fait que fin cinquantaine, c'est là qu'il a exit. Fait que 17 ans, il a commencé dans son sous-sol. C'est vraiment comme la bonne vieille histoire de start-up. Là, vraiment, il a trouvé un défi. C'est un gars de TI, mais qui n'était aucune expertise en cybersécurité. Il a vu une faille dans le système. Puis ça, c'était au début des années 2000, là, genre. Fait que, puis, tu sais, ça a pris 17 ans. Moi, j'aurais pensé, tu sais, ce qu'on voit dans les nouvelles, plutôt dans les médias, c'est qu'au bout de 10 ans, c'est là que tu t'attends que tu es rendu comme la grande entreprise que tu mentionnes en ce moment. Tu sais, Facebook, ça a été aussi le cas tellement spécial. Là. Après 4 ans, c'est commencé à bouger, là. Mais tu es dans une niche assez spéciale. Mais c'est une question aussi d'accès aux capitaux. T'sais, si tu es basé à Palo Alto, puis tu as tous les gros fonds de capital de risque, puis tu lèves de Google Venture, ben là, c'est sûr, ça va être plus vite mon plan pour me rendre à plusieurs milliards puis à 10 000 employés. Si tu me fais un chèque de 2 milliards demain matin, ça va être plus rapide. Penses-tu que la localisation freine un peu cette ambition-là? Si tu serais à Palo Alto, peut-être à Toronto, y aurait-tu peut-être une vitesse plus rapide que tu pourrais atteindre admettons, juste cet objectif-là que tu... Je pense pas que c'est un emplacement. C'est une question d'avoir un profil qui vont intéresser la Silicon Valley d'investir des montants massifs. Il y a plein de gens en Silicon Valley qui ont pas, d'entrepreneurs qui n'ont pas d'argent puis qui sont à l'endroit où il y a le plus d'argent en capital de risque. Je te dirais, souvent, la plupart des gens qui sont financés par ces gros fonds-là ont étudié à Stanford. Fait que la question, ça serait, est-ce que tu penses que si tu avais étudié à Stanford en computer science,
tu serais rendu plus loin et tu aurais plus d'accès à capital? Je pense que oui. Mais je pense pas que l'emplacement est si important que ça. On a une belle compagnie qui vaut plus qu'1 milliard à Montréal. Ben, il y en a plus qu'une, là, mais une qui a suivi un modèle de type Silicon Valley. Non, Lightspeed, c'est autofinancé pendant des années. Je pense qu'il est allé en bourse, ça faisait 13 ans qu'il avait fondé. Fait que c'est une histoire plus québécoise, canadienne, dans le sens que tu pars une business puis tu la grossis à la sueur de ton front. Par toi-même. Puis à un moment donné, c'est devenu tellement gros que là, ça allait intéresser des financiers. Mais lui, pendant les premières années, c'était pas financé par du capital de risque. Moi, je pense plus à Hopper, qui est une application de voyage qui est en train de battre Expedia en termes de market share. C'est basé à Montréal, mais le gars, c'est un ancien VP de Expedia. Fait qu'il y avait Puis, je veux dire, il n'est pas devenu VP de Expedia parce qu'il est chanceux, là. Il a travaillé sûrement très, très fort pour se rendre là. Mais avec ce type de pedigree-là, il a été capable de lever des gros fonds au Canada et aux États-Unis. Et il a fait une entreprise avec un profil de type Silicon Valley. Ça a été quand même long. Okay, ça n'a pas pris 3 ans, mais dès le début, il y avait des gros capitaux de risque là, derrière lui. C'est intéressant parce que il y a cette citation-là que c'est pas qu'est-ce que tu connais, mais qui tu connais qui fait la différence. Puis ça, j'ai réalisé avec qu'est-ce qu'on est en train de bâtir ici. C'est une petite business, une PME, puis tout un studio créatif. Mais ce que j'ai remarqué avec nous, qu'est-ce qui fait un certain succès qu'on est en train de connaître, bien, c'est les relations qu'on développe, les personnes qu'on rencontre. Puis c'est à cause de ça que quelqu'un nous a vus, admettons le podcast, voulait intéresser à s'en venir ici, puis après, ensuite de ça, on a eu la discussion, puis on est rendu à faire d'autres choses, comme j'ai eu... quelqu'un, je peux donner un gros shout-out, c'est Alexandre Kennel, qui, lui, a une compagnie d'événementiel. On s'est connus justement à cause du podcast, à cause des médias sociaux. Puis maintenant, il y a comme un partenariat que, sa compagnie d'événementiel, puis mettons Yellow Sea Podcast, on a réussi à bâtir ensemble. Puis la relation aussi qu'on bâtit. Fait que c'est une question de relation. Ça c'est clair. Puis je me souviens, c'était une de mes premières entrevues comme journaliste. J'avais interviewé Éric Pellado, qui est le frère de Pierre Carl, que tout le monde connaît. Puis il m'avait dit quelque chose, c'était une entrevue un peu improvisée. Là, moi, à l'époque, écoute, je travaillais sur une biographie sur son père. C'est pour ça que je le rencontrais, mais je pense que je n'y avais pas dit parce que j'étais un kid de 18 ans, je pense, à l'époque. Je me suis dit, ils vont pas me prendre au sérieux si je dis que j'ai écrit un livre sur son père. Fait que je collaborais à un magazine de tech qui s'appelait Québec Micro. Je sais pas si tu t'en souviens là, à l'époque. Ça, je me souviens, fait que j'avais demandé une entrevue pour Québec Micro, puis j'avais publié une entrevue, effectivement, mais j'avais posé des questions sur sa vie pour ma biographie aussi, puis j'avais dit, mais pour avoir, parce que, tu sais, c'était pas avec lui que j'avais négocié l'entrevue, il y avait une assistante, etc. Et je me souviens qu'il m'avait dit quelque chose que je me souviens encore aujourd'hui, puis qui m'avait étonné, je pensais que c'était la bullshit. Il dit, ben, tu sais, les affaires, là, c'est pas compliqué, c'est juste des gens. Tu as besoin de gens qui vont donner de l'argent, tu as besoin de gens qui sont capables d'opérer une usine, tu as besoin de gens qui sont capables de vendre qu'est-ce que ton usine produit. Puis il dit, dans le fond, tu es un dirigeant, tu n'as besoin d'aucune autre expertise que de connaître des bonnes personnes. Puis j'étais comme, ça me semblait, j'avais pas d'expérience, tu sais, c'est un kid de 18 ans, puis j'étais comme, non, il me semble que tu dois devoir être super bon en comptabilité, puis tu dois être, j'avais vraiment l'impression que c'était de la bullshit, puis c'est juste, ça a pris, tu sais, j'ai repensé à ça, mais après avoir fondé Hard Bacon, je me suis dit, oh shit, finalement, c'était pas juste de la bullshit de choses. C'est comme quand je parle de bullshit, c'est quand, mettons, tu es une entreprise qui en achète une autre, là, puis tu as la citation en disant « Ah, ça, c'est les meilleures personnes, puis je les aime. » Puis, tu sais, puis dans le fond, le lendemain, ils vont mettre à porte 50% des gens. Là. Moi, j'ai l'impression que ça entrait dans cette catégorie-là. Ou quand un politicien il dit qu'il prend sa retraite pour passer plus de temps avec ses enfants, mais ses enfants ont 28 ans. S'en fout. J'avais l'impression, pas que, puis c'est un bon gars, puis il m'avait pas donné l'impression de quelque chose de fourni, mais tu sais, les gens disent tout le temps des phrases creuses qui veulent rien dire. Puis je sais pas pourquoi je m'en suis souvenu, parce que je trouvais ça comme... Puis je l'avais challengé, parce que j'ai toujours été baveux, même quand j'avais 18 ans. Puis il y avait... Fait que c'était resté dans ma tête, puis ça a pris du temps avant que je me rende compte qu'il avait totalement raison. Mais c'est fou, tu sais, c'est comme pareillement pour moi, regarde, tu sais, genre... ça, c'est ma deuxième entreprise legit que, tu sais, je suis en train de lancer, comme je t'ai expliqué. T'avais des entreprises non legit?
Là, je sais qu'on est enregistré, fait que tu peux me le dire après le podcast. Regarde, on a appris des choses à la rue, mais non. Ce que je veux dire, legit, dans le sens que, tu sais, vraiment qu'il y a un roulement, qu'il y a une structure, que, tu sais, vraiment, c'est bien fait. Puis là, je suis en train de le faire encore mieux que ma dernière. Quand j'avais 24 ans, je me suis associé avec des gars aussi, puis on a lancé une start-up. Okay. Une application qui c'est une application pour les PME afin d'offrir un programme de loyauté à leurs clients. Tu sais, un truc de gagner des points, whatever. Long story short, ça n'a pas marché après 1 an. Puis, tu sais, on a quand même brûlé un bon 124 000 $. Quand même. C'est une belle expérience. Une belle expérience que l'école ne va pas t'apprendre. C'est clair. Mais tu vois, derrière ça, c'était ma première expérience entrepreneuriale. Fait que, on dirait que c'était déjà en moi de faire quelque chose. Mais il fallait que je me calme après ça. Je ne pouvais plus être dans ce mode-là de Silicon Valley. On va faire ça, on va raise, puis on va devenir ça. Je suis comme, oublie ça. Là, quand tu commences à faire le parcours pour vrai, puis tu vois les vrais enjeux, hey, c'est plus la même histoire qu'on voit dramatisée dans les médias. Là. C'est beaucoup plus tough. Parce que tu vois juste soit tu vois, dans les médias, tu vois le sommet ou le bottom. Ouais. Fait que, tu sais, puis des fois aussi, tu sais, quand c'est pas notre histoire, quand c'est notre histoire, on le vit d'une manière, mais dans les médias, tu t'en fous, là. Fait que, tu sais, t'as l'impression que, tu vois 2-3 nouvelles, puis dans ta tête, c'était juste une courbe comme ça, mais la réalité, c'est que la courbe c'est des montagnes russes à tous les jours. Puis, ben, là, si je comprends bien avec la citation de Pelado, que je retiens, c'est toi, tu as commencé comme journaliste. Ensuite, maintenant, tu es rendu avec une fintech. Effectivement. T'étais-tu un gars de finance au début ou sinon, comme Pelado il dit, comme tu as juste à connaître des personnes, avoir une idée puis connaître des personnes? Écoute, je m'intéresse, j'ai une bonne compréhension de finance, mais je suis pas quelqu'un qui va te bâtir, mettons, nos projections financières. Charles Bacon, pour donner un exemple. C'est pas moi qui ai monté le modèle. Je suis impliqué avec la personne qui m'a aidé à monter le modèle. Mais j'étais un journaliste économique, fait que je couvrais la bourse, lire les états financiers, ça, je suis capable de le faire. C'est un domaine d'intérêt, mais je ne me considère pas comme un gestionnaire de portefeuille. Lui, il va gérer des centaines de milliards ou peut-être juste quelques millions, mais quand même, c'est de l'argent. Moi, je n'ai pas ces compétences-là. Je gère mon micro-portefeuille de pauvre entrepreneur. Puis je le sais que probablement, je ne le fais pas si bien que ça, mais au moins, je ne paye pas de frais. et je suis assez conservateur, je ne perds pas d'argent. J'ai un rendement qui est pas mal. Là, il y a des gens qui on en voit plein de vidéos, là, deviens riche rapidement en investissement en bourse. Comme ça prend du capital. Oui, pour commencer. Et la réalité, c'est que, en général, plus les gens font de transactions en bourse, plus ils perdent de l'argent. Donc, selon moi, c'est le mauvais message. Tu investis, tu choisis soit des FNB ou des stocks, puis tu t'assis là-dessus. Fait que je te dirais, je ne suis pas un expert. Puis je pense que les entrepreneurs, par définition, sont des généralistes. C'est-à-dire que j'ai assez de connaissances pour être capable de recruter quelqu'un en technologie, puis de toute façon, j'ai un CTO, puis c'est le CTO qui va faire une entrevue technique, là, on s'entend. Mais j'ai un sense. Une fois, par exemple, on avait engagé un stagiaire, puis c'était un kid que j'avais rencontré dans un espace de coworking à Longueuil. Il avait, je pense, 16 ans. Puis, j'ai posé quelques questions. Je ne suis pas technique, mais je me dis, hey, le kid, il connaissait la technologie. Je n'ai pas regardé son code parce que de toute façon, je ne comprendrais pas grand-chose. Mais juste en lui posant une couple de questions, je trouvais qu'il avait l'esprit vif. Fait que là, je disais à mon CTO, hey, on devrait prendre ce gars-là comme stagiaire pour l'été. Puis là, il dit, il a 16 ans. Puis notre CTO, il a une maîtrise en ingénierie logicielle. Puis on fait des choses, on n'engage pas des. Quand on recrute, la plupart des gens ne se qualifient pas là, au niveau des tests techniques. Fait que lui, il se dit, ah shit, encore, Julien veut me pousser une idée de fou, là, tu sais. On est comme ça. Mais tu sais, je veux dire, il travaille pour moi, fait qu'il a parlé aux jeunes, puis finalement, on l'a embauché, puis il était vraiment bon. Toujours là?
Non, parce que il a fini son été, mais il travaillait au Canadian Tire. Fait que, qu'est-ce que tu fais? On l'a convaincu de démissionner du Canadian Tire pour travailler pour nous. Puis aujourd'hui, je le vois ses médias sociaux, puis il y a plein de contrats. Moi, en fait, j'ai essayé de le convaincre de quitter l'école puis de venir travailler à temps plein pour nous, mais il voulait rien savoir. Mais là, il fait ses études, puis en même temps, il a comme sa propre agence de développement logiciel. C'est un hostie de whisky. Sont spéciaux cette génération-là, je trouve vraiment les Gen Z. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à la façon leur wokeism, mais il y a un côté aussi que vraiment allumé quand ça s'en vient de développement, des trucs comme ça. Mais non, mais pour moi, c'est un individu sur 1000. Comme c'est pas une question de génération. On a un employé qui a plus que 60 ans, puis c'est un des meilleurs développeurs qui existent, mais c'est pas. Les gens de 60 ans, ils développent super bien. Il y a des individus qui sont extrêmement bons dans certaines choses. Puis il faut les trouver. Je trouve don't care about the age. Non, tu as totalement raison, mais je trouve que vraiment, cette génération-là, elle a eu accès à de l'information beaucoup plus facile, beaucoup plus tôt qu'admettons nous, par exemple. Je suis comme, YouTube, c'est la plus grande école. C'est tellement merveilleux. Tu vas apprendre à utiliser un logiciel. Tu as beau avoir le manuel là, for Dummies. Check toutes les vidéos C'était compliqué. Puis en plus, les logiciels se updatent à tous les 2 mois. Fait que ton for Dummies, il y a 2 ans. Puis là, tu trouves pas le calice de bouton. Tu vois, comme moi, j'ai gradué au HEC en marketing puis business. Mais c'est sur YouTube que j'ai appris vraiment certains talents, certains skills, là, comme à faire un site web ou faire des campagnes, des trucs comme ça. C'est vraiment YouTube qui m'a appris à développer un autre talent plus opérationnel puis direct. Admettons, l'école qui était sur l'organisation, les structures. Fait que je vois c'est ce genre de nuances des deux bords. Mais néanmoins, je suis quand même content d'avoir passé par l'école pour avoir appris certaines choses, même plus disciplinaire que peut-être YouTube t'apprend pas. J'en donne un par exemple. Atteindre des objectifs. Moi, ça m'a pris 6 ans à me graduer, juste parce que je faisais un temps partiel à un moment donné. Puis je travaillais. Mais, à un moment donné, c'est long. La même routine, c'était long. Aller travailler le matin, aller à l'école le soir, les examens, les fins de semaine, les travaux d'équipe pendant 6 ans. Mais je voulais pas lâcher. Tu sais, rendu à 4-5 ans, j'étais épuisé, mais je ne voulais pas lâcher. Je me disais, je vais finir ce marathon-là. Je vais le finir. Puis quand je l'ai fini, c'est là que j'ai gagné quand même cette confiance-là de dire que je peux finir n'importe quoi que je veux, que je commence. Même si ça prend 6 ans, même si ça prend du temps, je peux le compléter. Non, mon point, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de valeur à l'éducation. Tu sais, moi, quand j'engage, je vois que ça comme un point positif, un diplôme. C'est juste, je vois pas ça comme une obligation. Moi-même, si j'ai pas de diplôme universitaire, puis je me débrouille dans plusieurs choses, même si, comme je te dis, je suis le spécialiste du savoir superficiel dans tous les domaines. Mais c'est clair que y a de la. Puis selon moi, chaque personne a son parcours. Peu importe où est-ce que tu as tout appris avec des livres, tu as tout appris avec YouTube. Pourquoi je devrais m'en soucier de la méthode que tu as utilisée? Mais c'est clair que récemment, il y avait un projet avec HEC, avec des étudiants de la maîtrise commerce électronique, qui prenaient des projets pour des entreprises. Fait que nous autres, il y avait 4 étudiants qui travaillaient sur un problème qu'on leur a soumis. Puis ils m'ont vraiment impressionné. Là, ouais? C'est comme c'était des jeunes, qui sont à maîtrise, fait qu'ils ont quand même vu des choses. Mais je me disais, je comparais à moi, avant que je commence à Hard Bacon, au début de Hard Bacon, j'avais pas de directeur produit, puis je savais même pas, je pense que je savais même pas c'était quoi le mot directeur produit. et je regarde ces jeunes-là, c'est sûr, j'avais fait une maîtrise en commerce électronique à HEC. Il y a des erreurs que j'aurais pas faites. Parce que ça m'a vraiment impressionné que des kids comme ça, je leur ai donné accès à de la documentation, à de la data là, d'entreprises qui m'ont demandé, mais sont arrivés avec des belles recommandations. C'était brillant. Puis là, aujourd'hui, j'en sais assez pour savoir que ça a du sens. Mais au début d'Hard Bacon, je connaissais pas un domaine que je connaissais. Tout ce qui est un mock-up, la recherche utilisateur, l'analyse de données, de flow d'utilisation, tout ça, c'est des concepts que je connaissais pas du tout. Fait que c'est clair que
tu peux, tu sais, là, je l'ai appris sur le tas en faisant des erreurs. C'est sûr que c'est un bénéfice de pouvoir l'apprendre à l'école. Tu peux l'apprendre aussi en faisant des erreurs pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est probablement la meilleure idée. Ça coûte moins cher de faire des erreurs pour quelqu'un d'autre que de faire des erreurs pour soi-même. Cela dit, plus l'erreur coûte cher, plus la leçon est imbriquée solidement. Ah, c'est vrai. Ça, c'est les parcours entrepreneuriaux, si vous êtes prêts pour ça. Tu sais, quelqu'un que je veux donner un shout-out, Thierry Lorfil. Je sais pas si tu le connais à peu près. Mais c'est un gars qui... tu sais, il a travaillé dans une place, quand même beaucoup d'années. Mais on dirait qu'il y a le flair entrepreneurial. Mais aussi, il y a le côté technique de l'université, du HEC. Il m'a dit qu'il a refusé aussi d'aller à la maîtrise. Parce que, tu sais quoi, je vais me lancer plus à mon compte, des trucs comme ça. J'aime ça le temps. Puis là, il commence à collaborer avec nous, tu sais, vraiment sur des projets aussi qu'on est en train d'établir sur le Black Box. Puis comme tu disais, on est généraliste dans le sens que moi aussi, je connais beaucoup de choses, mais c'est pas tout que je suis capable de faire. Tu sais, je suis convaincu que je peux avoir une bonne conversation avec quelqu'un très geek TI, comprendre ce qu'il veut dire sans savoir ce qu'il est en train de faire. Puis, cette personne-là, lui, c'est un gars de marketing. Fait que marketing, c'est ça, genre ma sauce. Je suis un expert. J'ai gagné le titre de m'appeler un expert parce que j'en ai fait des choses, j'en ai atteint des objectifs. Puis, j'en connais beaucoup de choses dans ce sujet-là. Fait que lui, comme il est peut-être, on n'a pas le même degré d'expertise, mais quand il me parle de vraiment, on devrait faire ça, j'achète tout. Je suis comme, ouais, exact. Puis il sait le faire. Je suis comme, encore mieux. Fait que tu connais les vraies notions, puis tu sais aussi comment les adapter. C'est pour ça que je me dis comme, OK, c'est là que tu commences à avoir ton position comme dirigeant où est-ce que tu as besoin des bonnes personnes autour de toi. Tu sais quelle direction aller, tu sais qu'est-ce que tu veux. Là, tu as juste besoin des bonnes personnes pour faire. Effectivement, tu ne peux pas avoir une expertise profonde dans tout. T'sais, moi, je te dirais, le champ où j'ai probablement l'expertise la plus profonde, c'est tout ce qui est contenu, donc écrit, parce que j'étais un journaliste écrit, puis j'ai aussi une maison d'édition dans le passé. Fait que ça, il n'y a pas beaucoup de monde, puis c'est sûr qu'il y a toujours meilleur que soi, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui écrivent mieux, puis qui sont meilleurs pour diriger des contenus, mais tu sais, j'ai été rédacteur en chef, c'est quelque chose que je connais. Fait que, tu sais, mettons, j'ai une directrice de contenu, ben là, tu sais, je pourrais faire sa job. Elle est super bonne, puis elle a d'autres talents que des forces que j'ai pas, mais ultimement, je serais très bon dans son poste. Mais, admettons, le poste de CTO, je serais probablement mauvais. J'ai une connaissance superficielle, mais je devrais pas être CTO d'une compagnie. On a un directeur de la croissance marketing. Je suis pas mal bon en marketing, mais tu vois ce que je veux dire? C'est moins que mon directeur de la croissance. Et c'est normal. Puis, en finance corporative et en comptabilité, ben là, c'est pas ma grande force. T'es un CTO, je suis bon pour consommer ça. Lire les états financiers. Mais là, dire, hey, comment on va amortir cette charge-là, puis tous les termes comptables, ça, c'est pas mon expertise. Fait que, tu sais, mais c'est impossible de toute façon d'avoir une expertise. Puis même, des fois, on regarde, mettons, des Elon Musk puis du monde qui te dit « Fuck, ils sont tellement brillants. » Sur LinkedIn, j'ai vu un dude qui disait qu'il fait tout dans son entreprise. Puis son chiffre d'affaires est plus élevé que le mien. Je suis comme « OK, t'es meilleur que moi, fine. » Mais à la fin de la journée, t'as 24 heures dans une journée. Fait que, admettons que je serais la meilleure personne en comptabilité puis que personne ne ferait des meilleurs états financiers que moi. Puis je serais meilleur programmeur qui existe sur la planète. Ça sert à quoi? En fait, j'ai pas besoin d'être jaloux, ça sert absolument à rien. Parce que je pourrais juste faire, même si je travaille 12 heures par jour, je pourrais faire 12 heures, je ferais 3 heures de développement, 3 heures de marketing. Fait qu'en fait, tu as juste besoin d'être très, très bon dans une chose. Parce que, ultimement, ma job de CEO, de toute façon, c'est d'être un généraliste. Fait que, tu sais, admettons que je fais de la gestion puis de la stratégie, mais tu ne fais pas ça dans une start-up de 10 employés, tu ne fais pas ça 12 heures par jour. Fait que, mettons que je fais ça 3 heures par jour, fait que, il me reste 9 heures, ben je peux mettre ce 9 heures-là sur la stratégie marketing, sur des actions marketing aussi. Fort, là. Puis travailler avec l'équipe de contenu, puis ma directrice de contenu. Puis, ultimement, c'est aussi payant que si je passais 3 heures sur du contenu puis du marketing, 3 heures sur de la finance corporative, puis 3 heures sur du software development. Puis même, ça serait... À chaque fois que tu changes de tâche, de toute façon, tu as une perte d'efficacité parce qu'il faut que tu
tu réfléchisses puis que tu réemmagasines l'information. Fait que, à partir du moment où j'ai réalisé ça, j'ai arrêté d'être complexé, de ne pas être bon dans tout. Puis oui, il y a du monde. Hein, moi, je dis j'ai des connaissances superficielles dans plein de choses, mais je suis pas très bon dans tout. Il y a du monde, effectivement, ils sont super impressionnants. Tu te dis comment ils peuvent être bons, extrêmement bons, dans 5-6 disciplines, mais c'est pas vraiment un avantage. Donc... Non. Hey, what's up, guys? Prenons une pause. Si vous écoutez ce podcast, vous savez déjà que vous devez aller vous verser un verre de Rosemont. C'est notre partenaire commanditaire principal au Yellow Sea Podcast. Et on trouve qu'une bonne conversation sur les affaires, la business, ça se passe autour d'un verre. Et aussi, je vais vous présenter pour cet été le rhum blanc parce que je vais vous montrer une recette de Mojito Frosty avec du Rosemont rhum blanc. Et tout ça, vous allez pouvoir le voir sur notre Instagram. C'est pour ça que c'est important de vous abonner au YouTube, Instagram et TikTok. C'est là que vous allez voir les recettes de malades qu'on va vous montrer, de cocktails. Donc, comme vous savez déjà, allez à la SAC, Rosemont. On a des canettes aussi prêtes à boire, Mojito et Margarita. Mais pour cela, je vous présente le rhum blanc, guys, et on retourne au show. J'ai une question, parlant Elon Musk, puis après, on va aller dans une question de direction contenu. Parce que ça, j'étais curieux, puis je trouvais ça fascinant. Mais Elon Musk, une question que j'ai posée à quelqu'un une fois. La raison pourquoi il est capable de faire ce qu'il fait, c'est que il y a les meilleures personnes autour de lui. On s'entend. On s'entend que oui, tu gères SpaceX, Tesla, puis c'est à peu près tout. L'autre Solar City, je pense. C'est acheté par Tesla. Fait que maintenant... tu gères les deux plus grosses entreprises qu'il y a en ce moment. Fait que oui, tu es impliqué dans beaucoup de choses, mais à la fois, tu payes quelqu'un extrêmement bien pour te démerder de toutes vraiment les tâches les plus compliquées que tu dois faire. C'est sûr qu'un CEO qui est CEO de plusieurs entreprises, il y a toute une équipe en place, mais la raison où je parle de Elon Musk, c'est que c'est un dude qu'il fait de l'ingénierie encore. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fait pas d'erreur, puis il y a une équipe qui a plus de temps là, pour faire ça comme il faut. Mais au niveau de la vision, j'ai vraiment l'impression qu'il est quasiment le CTO de sa firme. C'est sûr qu'il y a sûrement un leader technique, là, mais j'ai l'impression que... Mais c'est ça sa force, comme tu dis, marketing. Puis tu le vois qu'il est vraiment hands-on, puis qu'il est capable de faire la résolution de problèmes dans plein de domaines. C'est sûr qu'il y a une partie où il est un peu fou, puis tu te dis... Mais c'est ça, c'est un individu exceptionnel, puis c'est normal. Si tu es exceptionnel, tu vas avoir des lacunes à quelque part. Mais est-ce que tu es bon comme lui? Est-ce qu'il est vraiment bon dans ce qui est à cause de son talent ou parce qu'il a plein d'argent? Ben, je veux dire, il est parti de rien, puis il a accumulé de l'argent. Je pense que sa première compagnie, Zip2, l'a vendu pour des dizaines de millions. Après ça, PayPal s'est fait mettre dehors, mais quand même, PayPal a eu un exit de 1,4 milliard. Puis après ça, il a parti d'une compagnie d'exploration spatiale qui n'était pas une catégorie. Puis tout le monde lui a dit... je veux dire, c'est sûr qu'il y a du talent. Je ne dis pas que c'est juste du talent technique puis que c'est lui qui a fait en sorte que toutes les breakthroughs techniques qu'il y a eu, mettons, à SpaceX, que c'est lui qui les a faites, mais il a été capable de recruter les meilleurs. Puis en général, les gens qui sont les meilleurs sur le plan technique veulent travailler pour une compagnie qui valorise l'expertise technique. C'est-à-dire que si ton CTO n'est pas bon, là, c'est fini. Là. Okay. Peu importe combien tu engages, les meilleurs ne veulent pas travailler pour un CTO qui n'est pas brillant, mais c'est sûr que si le CEO lui-même a des compétences techniques, c'est un avantage parce que c'est plus facile de trouver un bon CTO parce que tu as le niveau pour le savoir. Puis après ça, mais moi, j'essaie de pallier à ça. Je ne suis pas du tout une personne technique, mais j'ai eu la chance là, de trouver, en fait, avec mon cofondateur de l'époque qui était technique, mais qui n'est plus dans l'entreprise, c'est lui qui a trouvé notre CTO actuel. On a une culture d'entreprise où on fait confiance et qu'on est prêt à faire des bêtes techniques. Humain, là, genre. Ultimement, on respecte beaucoup les développeurs puis leur expertise pour faire les bons choix. Technique, parce que sinon tu frustres. Si tu dis « Ah oui, mais ça coûterait moins cher », puis tu commences à marcher sur les pieds de l'équipe technique, ben ils vont être moins heureux, puis ils vont peut-être aller dans une entreprise qui valorise plus l'ingénierie. Oui, ben moi aussi, comme j'ai développé, je le développe beaucoup mon leadership, mais aussi mon côté gestionnaire, parce que là, j'ai une équipe, puis pour certaines, mettons, tout ce qui est opérationnel, je leur donne carte blanche, honnêtement. Je veux qu'ils m'impressionnent. Montre-moi ce que vous pouvez faire, puis allez-y. Si ça, c'est la direction que vous dites que ça serait la meilleure, go for it. Au pire, il va y avoir une erreur quelque part, mais on va savoir c'est quoi l'erreur, puis on va pouvoir s'adapter.
Puis pendant ce temps-là, ben, moi, je m'occupe plus du développement des affaires. Ça, c'est vraiment genre mon talent, moi, que j'aime. J'adore vraiment avoir la conversation, développer de la business. Oui, mais il faut faire confiance au monde. Tu sais, dans notre cas, ben, c'est sûr, il y a la vision produit. D'ailleurs, je cherche un directeur produit. Fait que s'il y a quelqu'un. On a perdu notre directrice produit il y a 2 mois. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu as la vision produit. Puis ça, je m'implique dans la vision produit. Même là, écoute, je suis quasiment en train d'essayer de combler le poste, mais pour être honnête, il y a des gens qui sont vraiment meilleurs que moi comme directeur produit. Mais l'idée, c'est que une fois que tu sais qu'est-ce que tu veux, c'est quoi le résultat? OK, j'aimerais ça, une application qui aide les gens à avoir, je sais pas, à faire ses taxes, ses impôts. C'est pas un projet sur lequel on travaille. Après ça, je vais travailler avec le directeur produit pour qu'on arrive à quelque chose que je trouve, hey, moi, je crois dans cette expérience utilisateur-là, on fait des tests, etc. Mais après ça, comment sur le plan technique on le construit? Ultimement, j'ai quelqu'un qui est un architecte logiciel, qui est mon CTO. Fait que c'est pas moi qui vais lui dire comment le bâtir. Puis ça, si tu commences à dire aux gens comment faire leur job, surtout si c'est des experts, puis ils vont partir parce que... quelque chose que je me suis renseigné sur vous, c'est que vous avez testé plusieurs modèles d'affaires. Puis je pense qu'en ce moment, vous avez trouvé un modèle qui a l'air assez intéressant, qui vous permet de générer des revenus. Effectivement. Puis je l'ai vu, j'ai vraiment vu, OK, j'ai compris votre structure, selon moi. Dis-moi c'est quoi, puis je te corrige. OK. Parce que, regarde, mais j'ai une question. J'ai une question qui me vient à l'esprit. J'essaie de comprendre c'est quoi le produit à la base. Parce que comprendre le produit, c'est où ta source de revenus, à qui tu vends. Fait que, regarde, j'essaie de te le décortiquer, puis tu me diras vraiment si je suis dans la bonne direction. Fait que tu as une application qui va aider ou donner une application de calculatrice sur diverses facettes de la vie d'un individu, autant que ce soit du crédit, sur une hypothèque, sur du financement, sur peut-être tout plein de choses. Fait que tu as un segment que ça va être les individus, vraiment le consommateur. Mais l'application, est-il payante ou non? Ça, c'est une des questions. Puis là, ensuite de ça, ce que j'ai découvert, c'est que votre modèle d'affaires semble être orienté sur, admettons, les partenaires, eux autres, que vous affichez sur votre site web. Fait qu'il y a comme un système d'affiliation. Effectivement, c'est notre modèle d'affaires, c'est le référencement client. Écoute, si tu veux, je vais mettre... T'as pas pire... mais c'était le fun d'avoir la vision, parce que, tu sais, on est là-dedans dans notre entreprise à tous les jours. Fait que pour nous, c'est tellement clair. Fait que c'était le fun d'avoir ta vision. Juste pour préciser... on a le produit principal qui s'appelle Art Bacon, notre application. C'est une application qui va se connecter sur les comptes de banque, les cartes de crédit et les comptes d'investissement. Okay. Et on va prendre toutes les données, donc toutes les transactions, les dépôts, les retraits, etc. Et au niveau, on va faire un budget. Comme on sait c'est quoi les dépenses, les revenus, on est capable de présenter le budget. Puis la personne peut dire « Ah ben non, moi je pense que je dépense trop parce que je vais épargner. » Ce qui est le moyen de s'enrichir, c'est de dépenser moins qu'on gagne. Avec l'outil de budget, là, si la personne dépasse le budget ou si on a des algorithmes qui analysent aussi les comportements, puis on va dire « Ah ben là, tu es en train de... » Si la tendance se maintient, Julien, tu vas dépasser ton budget restaurant. Puis ça, je l'ai souvent comme notification de la part de Art Bacon. Je vais trop au restaurant. Merci Art Bacon de m'achaler comme une mère qui me gronde. Mais ultimement, c'est quand même bien parce que des fois, on s'en rend compte trop tard quand on regarde le compte de banque ou quand quelque chose arrive. Donc, il y a le budget, planification financière. Fait que je peux entrer mes objectifs de vie. Moi, j'aimerais ça acheter une maison dans 5 ans en espérant que les maisons ne coûtent pas 5 milliards dans 5 ans. On peut les entrer dans l'application. Puis finalement, c'est aussi, on peut traquer tous ces investissements. Fait que je peux, mes comptes de placement, je peux voir mes fonds, je peux voir les actions que j'ai achetées, je peux même voir des crypto-monnaies si j'ai des portefeuilles de crypto-monnaies. Et l'idée, c'est vraiment de voir c'est quoi mon rendement, etc., pour mieux gérer ses finances personnelles. Fait que ça, c'est la partie produit. Pourquoi les gens utilisent Art Bacon. Question. Oui? Est-ce que c'est payant? La réponse, c'est gratuit, mais on a un in-app subscription pour les gens qui investissent en bourse
et qui veulent de l'analyse de portefeuille. Et oui, ça, c'est payant. Je pense que c'est 12,99 par mois. C'est une minorité parce qu'au début, on a lancé avec ce produit-là qui était vraiment plus pointu pour les investisseurs autonomes. Mais c'est ça que je voyais au début que c'était ça. Bacon. En 2018, quand on a lancé l'application, on était vraiment une application pour les investisseurs autonomes qui veulent plus d'analyse pour mieux comprendre leur portefeuille et leurs risques. La réalité, c'est que c'est un tout petit marché. Les gens qui ont un niveau de littératie financière qui leur permet de comprendre la valeur de l'analyse de portefeuille puis de la gestion du risque. Écoute, j'étais un naïf, comme je t'ai dit au début, et on a pivoté en 2020 et on a lancé justement... Aujourd'hui, le budget est 80% des gens qui utilisent RBakin l'utilisent pour le budget. Puis je ne l'avais pas vu venir. Puis d'ailleurs, c'était mon directeur de produit à l'époque qui a vu ça. Puis moi, je disais, non, il y en a plein de budget, ça ne sert à rien, on ne peut pas améliorer. Puis il était, non, finalement, tu vois, je l'ai laissé faire, puis il avait raison, puis j'avais tort. Fait que c'est pour ça que c'est le genre de personnes qu'on cherche, des gens qui sont entrepreneuriaux puis qui vont me contredire. On va voir des choses. C'est bien. J'aime ce que tu dis. Tu vas contredire comme non, c'est pas ça que... il faut, si tu veux faire l'innovation, il faut que le monde se contredise. Mais pour revenir à l'histoire, donc, on a gardé la version premium, mais même si pour quelqu'un qui veut traquer, mettons, juste voir la situation de ses investissements puis de ses crypto-monnaies, c'est complètement gratuit. Faire un watchlist, fait que, c'est gratuit. Moi, je dis toujours, c'est 90% des fonctionnalités sont gratuites dans RBakin et c'est vraiment pour le sous-segment qui va aller plus loin pour analyser son portefeuille d'investissement qu'il va vouloir payer. Mais sinon, budget, etc., tout est gratuit. On a aussi beaucoup de contenu parce que les gens ont des questions sur les finances personnelles à mesure qu'ils progressent dans leur vie. Mais là, j'achète une première maison, mais est-ce que je devrais prendre une hypothèque à taux fixe, variable? Il y a 1 milliard de questions qui existent en finances personnelles. Fait qu'on fait beaucoup de contenu. On a une équipe, je parlais de notre directrice de contenu qui écrit des articles qui sont là, dans le fond, pour aider des gens. Le but, là, c'est pas de dire il y a une tendance, puis d'écrire un article, puis d'avoir des citations. C'est vraiment d'écrire des contenus qui vont aider les gens dans leur prise de décision, puis dans leur processus. Puis effectivement, nous, l'argent est fait comme l'application est gratuite à 90%, les revenus d'abonnement ne sont même pas significatifs là, pour notre modèle d'affaires, pour être honnête. Peut-être qu'ils vont le devenir un jour, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Et nous, on fait de l'argent au niveau puis tu l'as mentionné, le magasinage de produits. Ça, c'est l'autre angle. Donc, quelqu'un qui cherche une hypothèque peut venir sur RBakin puis comparer les taux de toutes les institutions financières. Si tu cherches une carte de crédit puis tu te dis hey, comment je pourrais voyager gratuitement avec ma carte de crédit, bien, RBakin, si tu utilises notre application, on va te faire la recommandation basée sur tes dépenses. Il y a des cartes, mettons, qui donnent plus de remises si tu vas sur l'essence ou sur l'épicerie. Il y en a que c'est plus de remises pour le cinéma ou pour... il y a toutes sortes de profils différents. C'est combien tu dépenses par année sur ta carte de crédit, mais aussi dans quelle catégorie. Nous, on calcule tout ça puis on dit voici la meilleure carte pour toi. Et effectivement, on travaille avec la plupart des institutions financières. Fait que quand tu cliques sur la carte, il y a des très bonnes chances que je fasse un revenu. Par contre, il existe des cartes sur lesquelles qui sont pas des cartes de crédit qui ne font pas l'objet d'un contrat de référencement client, mais on va les recommander quand même. Si la meilleure carte, c'est une carte sur laquelle on ne fait pas d'argent, on va la recommander pareil parce que l'idée, c'est qu'on établit une relation de confiance. Si je te mens, si tu me dis, tu m'appelles Julien pour un conseil, puis là, je te dis un mensonge pour faire de l'argent. Parce que moi, je trouve que ça ressemble à ça. Si tu dis, je vais te donner la meilleure carte, mais tu ne me donnes pas la meilleure carte, ben la relation, quand tu vas te rendre compte que j'ai menti, tu n'appelleras plus Julien pour des conseils parce que tu dis, ce gars-là, non seulement il ment, mais il ment pour faire de l'argent à mon dépens. Fait que l'idée de faire ça, c'est qu'on a une belle relation de confiance. Tu vas revenir. Peut-être que je n'ai pas fait de l'argent sur la carte de crédit, mais tu vas revenir quand tu vas chercher une hypothèque ou un compte de banque ou un compte d'investissement. Puis à date, au début, ça faisait peur parce que on n'avait pas beaucoup de contrats. C'est pas évident. Aujourd'hui, je suis fier de dire qu'on travaille avec les plus grandes banques. Les Big Five, c'est quoi? C'est TD, on travaille avec eux. CIBC, on travaille avec eux. Scotia, on travaille avec eux. RBC, on travaille avec eux. Puis TD, on travaille avec eux. Fait qu'on travaille avec les 5 grandes banques. On travaille avec Banque nationale aussi au Québec. Puis plein d'autres credit unions un peu partout. Il y a des assureurs, j'imagine.
On travaille vraiment tout avec le monde qui est dans ce domaine-là. l'industrie des services financiers. On travaille avec eux, puis l'idée, c'est que c'est du win-win. Souvent, on est capable de négocier les ententes pour faire des deals. Parce que là, ils me disent, souvent, ils veulent du volume. Fait que là, on leur dit, mais pour avoir du volume, il faut que vous ayez des meilleurs produits que vos concurrents parce que sur Hard Bacon, vous êtes en compétition avec tous les autres produits. Fait que c'est pas une question de, les gens ne magasinent pas puis on peut leur vendre des choses qu'ils ne devraient jamais acheter parce qu'on fait plein de marketing. Ça fait partie des stratégies des banques. Mais quand ils viennent faire de l'acquisition client du côté de Hard Bacon, bien là, ils sont dans un univers ultra compétitif. Fait que des fois, on leur dit, OK, bien, des fois, ils nous demandent même, ça serait quoi, qu'est-ce qu'il faudrait offrir pour être plus compétitif? Ah, ben écoute, tes concurrents offrent un boni de 60$, fait qu'offre 70$ pour une ouverture de compte qui va aller au client. Puis là, ça va convertir. Puis ce qui est le fun, c'est que mes users font de l'argent sur ces deals-là. Bien, moi, je fais bien plus d'argent parce que les gens ont envie de souscrire à l'offre. C'est la meilleure offre. Fait que c'est du win-win. Ça, j'aime ça. Mais tu vois, c'est ça que j'ai trouvé quand j'ai compris vraiment le modèle d'affaires. Je suis comme, oh shit. Dans le fond, vous avez créé genre vraiment le Ultimate Lead Machine, mais sinon programme affiliate possible. Fait que pour ça, je questionne genre, c'est quoi le produit exactement? Est-ce que le produit va être basé sur où est-ce que tes revenus viennent ou où est-ce que dans votre cas, l'application? Bien, nous autres, en fait, il y a il y a l'application, puis l'application inclut des comparateurs de produits financiers, mais ensuite, tu peux consommer un bacon sans utiliser notre application, c'est-à-dire si tu cherches une carte de crédit, tu peux juste aller sur notre site, tu vas trouver notre comparateur de carte de crédit, tu peux entrer à la main tes dépenses, puis nous autres, on va générer les recommandations, puis tu peux aller lire nos articles. Il y a beaucoup de gens qui vont lire nos articles, puis ils ne lisent pas à partir de l'application, ils les lisent sur notre site web. Fait on travaille pour fusionner 100% pour que ça soit complètement seamless. L'idée de la distinction entre la partie application et la partie site web. Pour que ça soit, que ça soit la même chose. En fait, tu vas consommer notre application sans être logué. Puis ou tu vas consommer notre application en étant logué, mais à la fin de la journée, il n'y a pas parce que les gens, ils s'en foutent, là. C'est pas. Pour eux, ils veulent Hard Bacon pour régler une solution. Ils ne sont pas « Ah, j'aimerais vraiment une application Android » ou « J'aimerais vraiment une application web aussi qu'on a lancée récemment, qui est la même, mais qui est en version web. » Les gens veulent une solution à un problème. Ils s'en foutent complètement de la partie technologique. Fait que c'est ça qui nous reste à budget, c'est de vraiment fusionner la partie site web avec la partie application. Là. Bien, quelque chose aussi, un côté marketing aussi que je trouvais fascinant, c'est que tu avais mentionné que peut-être en 2021, bien là, vu que vous avez switché à votre nouveau modèle d'affaires, que vous avez remarqué où est-ce que vous pouvez faire vos revenus, tu as investi immensément en SEO. Ouais. Puis là, ce que je voyais des stats, c'est qu'à peu près que tu avais postulé. En 2021, vous étiez à peu près à 100 000 visites par mois et dernièrement, en mai, 232 000 visites par mois. Fait que tu as réussi à... Puis en 2020, on était à genre 15 000 visites par mois, au début 2020. Puis, fait que là, tu as remarqué, j'ai vu un commentaire aussi, tu avais mis un statut comme « J'aurais voulu avoir commencé le SEO bien avant. » Oui. Clair. C'est long le SEO. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est quoi du SEO, c'est Search Engine Optimization. En fait, c'est tout le travail que les gens font pour se positionner le plus proche possible du premier résultat dans Google, de manière organique, donc sans payer pour Google Ads. Et ça prend du temps, donc il faut faire du bon contenu. Ça, c'est le plus important. Puis là, tout le monde parle de linking, puis il y a des tonnes de techniques. Mais pour ranker, faites du bon contenu qui répond à la question que la personne pose sur Google. Exact. Ça, c'est vraiment le plus important. Mais ensuite, il y a des stratégies de rendre ça simple pour le robot de Google, de mettre les informations importantes dans des titres, d'avoir une structure de liens sur son site qui met en valeur par les liens, donc plus de liens vers les pages importantes. Ensuite, tout ce qui est recherche de mots-clés, parce que c'est bien beau d'écrire du super bon contenu, mais si c'est je réponds bien à une question que personne n'a jamais posée, ben personne ne va jamais la poser sur Google, puis ça va rapporter 0 visite. Ouais, donc tout ça, c'est quand même c'est pas si simple que ça. Puis même au début, je pensais comprendre le SEO, puis je comprenais rien. Puis en fait, c'est quand j'ai engagé mon directeur de la croissance, qui était qui avait son propre agence SEO, puis qui était SEO dans plein d'entreprises, ben c'est avec lui que j'ai appris. J'ai l'impression d'être presque un expert aujourd'hui.
Mais c'est fou, c'est vraiment une transmission, c'est en travaillant. Puis en plus, j'ai engagé un autre, c'est notre directeur de l'optimisation puis de la conversion, qui avait aussi de l'expérience SEO. Fait que c'est en travaillant avec ce monde-là que j'étais assez brillant pour les engager. Fait que j'avais un minimum de connaissances pour voir qui était bon et qui était meilleur que moi. Mais c'est vraiment eux qui m'ont appris. T'sais, des fois, on parle de YouTube. Ben, travailler avec des gens compétents, j'en connaissais déjà assez pour dire ben pourquoi tu veux faire ça? Puis des fois, je comprenais pas. Ah, OK, ben, ça s'est assimilé comme ça. Question marketing, juste par curiosité, si tu es à l'aise à répondre. C'est quoi le taux de conversion que tu as organique à, mettons, un lead? Tout dépendant d'un lead, j'imagine, peut-être quelqu'un qui convertit avec. C'est à peu près 1 à 2 %. Ah ouais? Avec ces chiffres-là, ce genre de chiffres-là? Mais c'est parce que ça dépend de... Si c'est tu fais une campagne, puis tu fais de l'acquisition ciblée sur des gens avec tel profil... des campagnes payantes sur ça? On en fait très peu. On en fait de temps en temps, mais c'est surtout plus pour du branding puis pour mousser qu'est-ce qui fonctionne déjà. Mais notre moyen de faire de l'argent et des marges, c'est vraiment le SEO parce que c'est gratuit. Mais avec le SEO, c'est que ce 230 000 visiteurs uniques par mois, c'est pas tous qui sont sur des choses avec des grandes intentions. Donc, c'est sûr que, mettons, je donne une verticale, on est très fort, c'est toutes les cartes prépayées. Donc, mettons, tu fais juste carte prépayée sur Google, tu vas tomber sur Hardbacon, premier résultat. Bon. Fait que, surtout si tu cliques, mettons, je vais donner l'exemple, carte de crédit prépayée sans frais Montréal, OK? Mettons que je cherche ça. Là ce trafic-là, il y a une intention d'avoir une carte prépayée comme right now. C'est acheter ça. Fait que là, ton taux de conversion, si j'ai une page qui est spécifiquement pour ce mot-clé-là, ben là, mon taux de conversion va être beaucoup, beaucoup plus élevé. Par contre, en SEO, nous autres, on a des affaires. Mettons, je vais te donner un exemple qui est réel. Là. On a des spécimens de chèques. Fait que, mettons, tu fais spécimens de chèques, genre Banque nationale ou n'importe quelle banque. Là, on a un texte là-dessus. Mais là, ça me fait énormément de trafic. Mais ces gens-là sont là pour trouver... Ils veulent savoir comment avoir un spécimen de chèque dans leurs institutions. Fait que l'action qu'ils vont prendre, c'est aller dans leur compte de banque puis aller chercher leur spécimen de chèque. Fait que moi, mon taux de conversion est pas mal bas sur ces pages-là. Fait que c'est pour ça que, selon moi, en SEO, il faut que tu ailles positionner des pages, même si ces pages-là, tu n'auras pas de conversion. Pourquoi? Parce que ces pages-là génèrent des liens. Puis ces pages-là Parce que des fois, c'est les petites niches aussi, excuse de t'interrompre, parce que les petites niches, c'est eux qui peuvent convertir le plus facilement. Vraiment très peu de recherche, mais conversion. OK, là, tu parles de long tail. On ne parlait pas de la même chose. Okay. Mais le long tail, effectivement, c'est que si il y a juste 100 personnes par mois qui cherchent ça, mais je vais être le seul à avoir un article sur le sujet. Puis en plus, si c'est des articles, mettons, quel marchand accepte une carte prépayée? Ou ça serait du long tail. Là, ou est-ce que Canadian Tire accepte ça serait du super long tail, il y a juste 10 personnes. Fait que ça, c'est très ciblé. Puis des fois, si c'est sur un mot qui est d'intention, ou mettons, je vais donner un exemple, ce serait quelle carte prépayée acheter pour magasiner chez Canadian Tire? Peut-être que jamais personne n'a cherché ça, mais mettons qu'il y a 10 personnes par mois, ben là, il est en mode achat parce qu'il dit quelle carte acheter. Ça, ton taux de conversion serait super élevé, mais c'est ça, tu fais un contenu pour peu de gens. Mais moi, ce dont je parle, c'est de faire sur des sujets où il y a l'intention d'acheter, pas là. Spécimen de chèque. L'intention, c'est d'aller trouver un spécimen de chèque. Mais nous autres, on génère des dizaines de milliers de visites sur ces mots-clés-là. Ultimement, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait beaucoup de backlinks sur ces pages-là. Ces pages-là sont interreliées à des pages sur lesquelles on fait de l'argent. Fait que c'est pas une landing page. Si tu mets ça en tant que marketeur qui fait du paid puis des landing pages, la conversion, tu vas dire hey, ces pages-là sont stupides, genre, elles ne marchent pas. Bien, ils marchent parce que le monde vont chercher une information qu'ils cherchaient. Ils ne sont pas là en mode magasinage puis ils achètent rarement. Mais sur le plan du SEO, bien là, ça fait plein de liens entrant sur ces pages-là. Parce que plus qu'une page est vue, plus il y a de chances qu'il y ait des liens. Puis ensuite, tu as toute une structure de liens pour dire OK, cette page-là, elle vient donner de l'autorité à des pages sur lesquelles je fais de l'argent qui vont monter plus haut sur des trucs plus compétitifs. Ça, c'est un peu poussé. Là, non, on rentre vraiment du geek marketing. Avec ce type de trafic-là, est-ce que vous avez un AdSense? On en fait un peu juste pour la verticale carte de crédit, justement pour des mots d'intention élevée. C'est quelque chose que vous voulez pousser plus parce que tu es quand même un bon...
du bon trafic. Le problème, c'est que en finance en plus. Je te dirais, on ne peut pas scaler avec du Google AdWords parce que tu bides sur des mots-clés. Fait que tu sais, quand je bide sur carte de crédit, qui est un mot-clé très payant ça pour peut moi, être une source de revenus supplémentaires, quelque part même. C'est parce que je compétitionne avec la Banque nationale, avec TD, avec tout le monde. Fait que tu sais, ça me coûte une pièce du clic. Mes clics carte de crédit me coûtent une pièce, tandis que toute ma recherche organique me coûte 0. Fait que, tu sais, là, il faut faire une pièce et une, mais on fait pratiquement pas d'argent sur ces campagnes-là. Dans AdSense, je n'irais pas vraiment en faire genre du pay-per-click, mais plus genre mettre une bannière d'impression sur tes blogs. Check tes blogs. Moi, quelque chose que j'aime ça analyser, je fais beaucoup d'audits pour des compagnies, puis quand je sais qu'ils roulent, j'aime ça checker c'est quoi les pages qui sont le plus visitées. Ouais. Admettons... tu vas avoir la page d'accueil, ouais, puis après, assez forcément. Rarement, pour une compagnie qui fait du SEO, la page d'accueil n'est jamais la page qui est la plus visitée. J'ai jamais vu ça parce que forcément. Techniquement, non. Nous autres, admettons, il y a 2000 personnes qui cherchent Arbacon sur Google par mois. Plus, tu as des gens qui viennent. C'est plus carte de crédit. Qui viennent l'entrée, ils viennent URL, arbacon.ca. Fait que tu as du trafic direct, mais c'est sûr que, mettons, juste je vais te donner un exemple. On a l'article numéro 1 sur les meilleures actions à dividendes au Canada. Ben, juste cet article-là, il y a des mois que ça me faisait 50 000 de visites. Là, ça baisse un peu. Là. Parce que les marchés boursiers s'effondrent pas mal en ce moment. Mais l'idée, c'est que si tu fais du SEO, c'est clair que ça sera... Il va y avoir d'autres pages qui vont rejoindre plus de gens. Mais toi, exactement. Ça, c'est ta page la plus populaire, vraiment, en tout, comme tu disais, number one. Fait que ce 50 000-là, tu mets des bannières du AdSense, tu peux faire un revenu derrière ça. Oui, je sais, on laisse beaucoup de... Tu as raison, on ne fait pas de publicité pour l'instant. On laisse beaucoup d'argent sur la table. Je pense que... Ça serait une autre... C'est pas un jamais, là. La rationnelle pour ne pas mettre de publicité. Parce que quand même, puis en finance, le trafic, sur un site de vedette, genre AlloStar, 250 000 uniques ou 300-400 000 pages, ça vaut pas très cher en AdSense parce que... Mais en finance, ça vaut cher. En finance, ça, on laisse peut-être un 20$ par... Il y a de l'argent qu'on pourrait aller faire assez sérieux. L'enjeu, c'est que nous autres, on est en train de finir cette job-là, parce qu'on travaille quasiment tout le monde, mais il fallait convaincre toutes les banques de travailler avec nous. Moi, ce que j'avais peur, c'est que, il y a des gens intelligents en marketing dans les banques, là, ils vont dire, ben là, regarde, pourquoi on paierait Arbacon? On a juste, je vois qu'il y a de l'inventaire sur DoubleClick ou sur Google AdWords, DoubleClick étant la régie Google. On peut juste prendre tout son inventaire puis pousser notre produit sur son site, puis on n'a même pas besoin de le payer par conversion ou de signer un deal avec lui. Fait que ça va être bien plus simple. Fait qu'en faisant en sorte que, puis en plus, sur DoubleClick, des fois, l'inventaire, ils peuvent la vendre moins cher, etc. Donc, ça crée une perception de hey, c'est cheap. Et en plus, ça pourrait faire en sorte que certains clients diraient « Ah, ben finalement, non, mais je vais aller chercher ton audience sans t'en parler via un third party qui est Google. Ouais. » Donc, pour ces raisons-là, on a décidé de ne pas en faire. Cela dit, à mesure qu'on grossit, je pense qu'on est de plus en plus incontournable. Tu sais, cette réflexion-là, la première fois que je l'ai faite, on était un petit joueur. Aujourd'hui, on est, en termes de trafic, dans les 2 plus gros joueurs de lead generation en finance. Puis, selon moi, on va devenir le premier d'ici 2 ans au Canada. Donc, à ce moment-là, ils vont quand même avoir un intérêt à travailler avec nous parce que c'est juste des bannières. C'est pas, on a plein d'outils de recommandations. Fait que, d'avoir des bannières dans des articles ne changera pas que s'ils veulent du volume, ils vont devoir travailler avec nous directement. Mais quand tu es tout petit, tu as quand même ce risque-là. Ben, tu vois, c'est pour ça que le côté en moi, quand je vois vraiment votre structure, vraiment, parce que c'est plus une plateforme de marketing en bout de ligne, je trouve que oui, il y a de la valeur ajoutée dans le côté finance, mais quand je mets mon chapeau marketing, je vois qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir. Je suis comme, oh, c'est fou comme plateforme. C'est la même chose que Facebook. D'un côté, le produit réseau, Facebook, il faut que le produit fonctionne. Tu peux trouver des choses sur Marketplace, tu peux rester en contact avec tes amis, chatter, etc. Puis si ça, c'est pas là, Facebook n'a plus de business. Fait que c'est super important. Mais effectivement, tu as toute la business publicitaire de l'autre côté. Fait que c'est un peu ce qu'on est en train de bâtir. Je dis pas que on est Facebook, c'est complètement différent. Mais on a un produit qui est utile, qui aide les gens à gérer leur... C'est ça, qui aide les gens à gérer leurs finances personnelles. On a du bon contenu qui est vraiment utile pour les gens. De l'autre côté, pour financer tout ça, toute cette valeur-là qu'on crée pour les gens, on bâtit en fait un moyen pour les institutions financières de mettre de l'avant leurs produits. Et
c'est un self-fulfilling prophecy. C'est-à-dire que plus on a de trafic, mieux on est capable de négocier avec ces gens-là, mieux les offres sont sur le site. Puis en plus, les gens ont accès à des offres positives. Fait que ça fonctionne. Puis d'ailleurs, je donne l'exemple de Facebook. Puis j'imagine que tu es familier avec Facebook Ads. Ça coûte beaucoup moins cher d'avoir des clics, des impressions puis des conversions sur Facebook si tu as une publicité sur laquelle les gens engagent, qui vont liker, commenter. Pourquoi Facebook fait ça? Parce qu'ils ne veulent pas perdre le monde. Si tu allais sur Facebook, puis tout ce que tu vois, parce qu'il y a beaucoup de pubs sur Facebook, là, mais toutes les pubs que tu vois, c'est comme « Ah, c'est de la merde, de la merde, de la merde, de la merde », peut-être que tu quitterais Facebook. Fait qu'ils veulent que même les annonceurs présentent quelque chose d'intéressant, puis même, ils vont carrément te dire non, parce qu'en augmentant les prix, ils savent que les gens vont éteindre les pubs. Ils veulent que les mauvaises campagnes, qui ne pas les bonnes personnes, soient éteintes. C'est plus controversé. Parce que ça sert à rien. Les gens ne sont pas intéressés. Si je faisais une campagne pour vendre, je sais pas, des bassinettes puis des objets pour bébés à des gens de 18 et 19 ans qui étudient à l'université, ben, ces gens-là, ils trouveraient que Facebook n'a pas rapport. Fait que Facebook, il y a quand même un alignement. Je ne suis pas en train de dire que l'alignement est 100%. Est-ce que j'ai déjà été trouver une pub fatigante sur Facebook? Oui. Ouais. Mais en tout cas, nous autres, dans tout ce qu'on fait, on veut s'assurer que le client retrouve ce qu'il veut. C'est ça aussi le point, l'idée d'avoir une page qui va être super... un site web, une plateforme qui va être pertinente parce que vous avez votre niche, les finances personnelles, puis tout le monde a besoin de ça. C'est comme la santé. Finances, santé, tout le monde a besoin de ça. Fait que si tu peux faire la même chose. Puis moi, le génie derrière ça, c'est je trouve comme... regarde, moi, j'ai trouvé un lead machine solide avec ce podcast-là, mais aussi le réseau. Peut-être un genre de parallèle de ce que tu es en train de bâtir, mais avec l'industrie du podcast. L'écoute, l'attention. C'est quoi ton lead machine? Ah, t'es curieux. Hey, what's up, guys? Prenons une autre pause parce que je veux vous présenter, dans le fond, le meilleur courtier de Laval pour du résidentiel, du commercial, l'équipe Alex Sadou. Dans le fond, c'est eux qui nous ont aidés vraiment à nous donner des conseils sur c'est quoi qu'on devrait acheter. Et surtout dans une période où est-ce que le marché va être un petit peu plus dur pour l'immobilier, vous devez avoir le meilleur avec vous. Et c'est pour ça que moi, je vous incite justement de vous tourner vers Alex Sadou. Ça, c'est l'équipe de feu qui va vous permettre de trouver la maison de vos rêves, ou sinon l'espace commercial, ou sinon vraiment permettre de vendre vos propriétés. Donc, équipe Alex Sadou, allez les suivre sur Instagram, sur Facebook, partout. Alex Sadou, les meilleurs de Laval. Vous avez sûrement vu ces pancartes. Donc, n'oubliez pas. Et retournons au show. Shout out, équipe Alex Sadou. Regarde, moi, comme marketeur, j'ai toujours été à la recherche de comment je pourrais bâtir le ultime lead machine. Je suis un gars de lead gen, je suis un lead gen expert. Puis, je voulais me démarquer. Parce que, comme tu dis, on parle de Facebook. Facebook, ça a vraiment une autre grande audience, puis tu peux cibler vraiment qui tu veux. Mais je dis, si Facebook, Instagram ferment, sur quoi tu te retournes? C'est clair. Il faut que tu aies ton propre réseau d'abord. Fait que je me dis, comment je peux bâtir mon propre réseau? Fait que la game du podcast, qu'est-ce que j'ai réalisé dernièrement, maintenant que je sors les chiffres, où est-ce qu'on est rendu aussi, c'est que le podcast, tout selon le sujet, ici, c'est un podcast sur l'entrepreneuriat, les affaires, puis c'est vraiment local québécois. Puis là, je commence à rentrer dans l'anglais aussi, fait que je peux expand. Mais je peux avoir cette niche-là. Puis là, nous, vu qu'on a réussi à bâtir l'infrastructure, comment ça marche, comme tu l'as vu tantôt, tu as vu le multicam change, on fait ça, on a cool, les caméras, les techniciens, la coordonnatrice, les éditeurs. On connaît vraiment le placement, comment aller chercher vraiment des views. On a une vidéo qui est allée virale. On a une couple de vidéos qui sont allées virales, vraiment sur TikTok. Sur Instagram aussi, on connaît ça. LinkedIn, LinkedIn, j'ai adoré ça. J'ai trouvé une vidéo qui est allée virale sur LinkedIn. Je suis comme, c'est le fun, ça. LinkedIn, selon moi, c'est le réseau sous-estimé. Tu sais, tout le monde parle de TikTok. Puis oui, TikTok, moi, je pense que... Puis on le fait pas assez chez Hard Bacon, mais je pense qu'il y a un potentiel énorme. Mais tout le monde le dit. LinkedIn, ça fait des années que tout le monde a l'impression que c'est le truc pour les bas bruns qui sont comptables, genre. Et c'est beaucoup plus facile d'aller chercher la viralité sur LinkedIn que sur Facebook. Moi, je vais te dire quelque chose. Ce podcast-là, sur LinkedIn, ça va exploser. Cool. Je vais le faire exploser. Tu vas voir. Tu vas voir. Écoute, je vais le repartager. Je vais le faire exploser. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Mais bon, pour revenir au sujet,
le lean machine derrière ça, c'est que quand je me suis dit, OK, ben nous, on parle d'entrepreneuriat. Là, j'ai un autre podcast qui parle de culture. Il y en a un autre qui parle des courtiers immobiliers. Il y en a un autre qui parle de la séduction. Il y en a un autre qui parle pour les restaurateurs. Il y en a un autre qui parle de cybersécurité. Tu as tous ces podcasts-là pour vrai? Ouais. Tu me niaises pas? Ouais. Fait que, Shit. tu vois, fait qu'on a des audiences différentes. Puis fait en bâtissant ça... Tu prends-tu des annonces? Parce que nous autres, on commence à avoir une offre là, pour les courtiers immobiliers. Ben oui, on prend go. OK, ben écoute, on en parle quand le micro est à off. Ouais, on le fait, ouais, exactement. Fait que tu vois, tout ça, fait que moi, j'ai réalisé que, tu sais, oui, mon podcast, ça va pas être un podcast qui va aller super viral, général dans l'industrie où est-ce que tu vas aller chercher des millions d'attention, comme on dit, en occupation double. Je peux aller chercher vraiment une gang de personnes qui sont dans une minorité, diversité, qui sont dans la business, dans l'entrepreneuriat. Puis dans le fond, les gens écoutent ton podcast, puis t'écrivent, puis ils disent « Hey, Rinaldo, t'es bon en marketing, tu peux-tu nous aider? » Genre, tu vois, ça, c'est toutes les raisons indirectes pourquoi j'ai créé ce podcast-là. Je suis devenu un expert en branding sans le savoir. C'est jaune, là, il y a du monde qui m'ont croisé, non, même pas, c'est faux. C'est pas du monde qui m'ont croisé. C'est du monde à qui j'ai parlé, qu'ils m'ont dit, comme, hey, quand ils sont venus ici, comme, hey, j'ai déjà vu ton podcast, le siège jaune, Yellow Seat. Ça, c'est tellement facile. C'est cool, ça. Puis quand je leur dis, c'est moi l'animateur, c'est comme, ouais, je savais pas que tu étais animateur. Tu sais, je me sentais pas mal quand j'ai entendu ce commentaire. Je suis comme, mon branding, il fonctionne parce que tu as quand même réussi à connaître ça. Ouais. Puis je vais te dire quelque chose de super niaiseux là, que j'ai partagé, mais je trouve ça cool parce que je parlais à une porn star, qu'elle aussi, elle dit comme, hey, j'écoute ton podcast, mais elle savait pas que c'était moi. Fait que moi, un commentaire que j'ai fait, je suis comme, c'est drôle, tu sais, je suis comme, il y a une porn star qui écoute notre podcast pendant que d'autres personnes écoutent elle. Ben, en fait, les skills de marketing pour un porn star, il y a du monde. Ils sont immenses. Si tu fais de l'argent sur OnlyFans où les gens s'abonnent, ben, c'est comme un SaaS. Ultimement, le marketing, un OnlyFans, c'est sûr que, mais sur le plan de la technique, là, ça ressemble à un SaaS. Tu as une valeur à vie du client. Combien de temps, en moyenne, les gens restent à t'abonner à ton contenu? Puis tu fais des campagnes. C'est sûr qu'en porn, tu es bloqué de plein de réseaux, mais tu as des réseaux spécialisés pour ça, puis c'est du cost par click. Ultimement, c'est exactement la même business qu'un marketer pour un OnlyFans ou pour une porn star va faire la même chose qu'un marketer pour un SaaS. Tu sais, c'est... Fait que quand j'ai remarqué que derrière ça, tu sais, on rassemble tous ces podcasts-là, on bâtit tous ces podcasts-là derrière ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je me retrouve avec un réseau. Fait que moi, mon podcast, peut-être, va générer sa longévité, peut-être 10 000 views par mois, plus peut-être 20, 30 000. On va voir, c'est la continuité, c'est la constance. Mais ça vaut juste ces chiffres-là. Mais admettons, si je combine, ici, on est au Black Box Media, fait que si on combine les views de tout le monde ensemble, fait qu'au lieu que ça soit juste 10 000 que tu peux faire, puis tout le monde fait 10 000, ben si on se met, on est 10, t'as raison, tu pourrais faire un réseau de podcasts, puis là, tu pourrais aller chercher des annonceurs parce que tu as du volume. Exactement, puis ça, c'est l'autre argument. Ça fait partie du plan, j'imagine. Oui, exactement. C'est comme un peu des choses que toi, parce que toi, juste offrir, admettons, genre, des conseils sur... admettons, comment tu appelles ça? Du wealth management, c'est... la gestion de portefeuille. Portefeuille. Admettons, tu fais juste du portefeuille. C'est juste une niche qui est portefeuille, mais tu vas chercher du portefeuille, de l'assurance, de l'hypothèque, des cartes de crédit, tout plein d'autres trucs. Fait que là, tu vas chercher plusieurs niches dans une niche. Fait que nous autres, on va chercher plusieurs audiences, mais dans une niche qui est vraiment le contenu, l'attention ou l'apprentissage, l'éducation. Fait qu'éventuellement, moi, mon but, c'est de bâtir les chiffres où est-ce que je veux qu'on aille chercher 1 million de views par ici. Parce que si Yellow Seat tout seul, ça va voir Jean Coutu, puis je suis comme, hey, tu veux-tu nous sponsor? Ils vont pas m'écouter, ils vont dire non. Mais quand je m'en vais voir avec le chapeau de Black Box, c'est comme, Black Box fait à peu près 1 million de views, puis ça, c'est notre type d'audience, une audience, c'est ça. Là, ils vont être ouverts à la conversation, puis là aussi, je vais avoir une force de négociation. Ben, effectivement, puis tu sais, une des raisons pourquoi les annonceurs sont prêts à payer plus pour le volume, c'est juste une question que ça prend du temps. Je réalisais pas ça au début. C'est que, admettons que j'annonce sur ton podcast, puis là, ben, on va discuter du format, puis là, il faut que j'investisse dans la production sur d'un petit texte que tu vas lire ou d'une pub audio. Il va falloir que je signe le contrat, que j'écoute l'épisode. Mais si je fais tout ça pour rejoindre 1000 personnes, ben, tu sais, si je suis directeur de marketing d'une grosse entreprise, moi, il faut que je fasse des initiatives marketing pour rejoindre des millions. Fait que, en fait, ils sont prêts à payer trop cher pour ceux qui ont du volume.
Puis c'est un peu contre-intuitif. Moi, si je n'étais pas conscient de la réalité de ce marché-là, j'aurais pu penser, ah ben tu sais, t'es super niché, puis t'as une audience plus engagée en général, plus c'est petite, puis... Mais non, parce qu'ils n'ont pas le temps. Oui, techniquement, s'ils étaient capables de faire des stratégies dans 1000 podcasts super nichés, super engagés, ça serait le fun, mais la réalité humaine, c'est qu'une équipe de marketing peut pas handler ça, donc ils vont aller vers des grosses marques, puis là, ben, ils vont payer beaucoup plus cher qu'ils paieraient par écoute. Mais fait que c'est à peu près ça. C'est fou le business model qu'on est en train de sortir ça. Puis, une de nos forces encore là, c'est qu'on a une infrastructure, on a l'équipe. Puis, il y a du monde que leur argument, c'est que est-ce que je viens faire mon podcast chez toi? On a parlé tantôt de production, combien ça coûte, ainsi de suite. Je suis comme, soit tu peux déléguer cette portion-là à des experts comme nous, ou soit tu veux aller le faire parce que quelqu'un qui essaie de comparer. Ah, mais si je fais ça chez nous, à mon compte, je suis comme, premièrement, là, nous, on a des années d'expérience. Ça, tu peux. Ouais. J'ai vu des studios Juste podcasts. Savoir quoi acheter. Juste savoir quoi acheter, puis qu'est-ce qui va être compatible avec quoi. Juste le gros job. J'ai vu des studios podcast ouvrir sans qu'il y ait aucun podcaster pour vraiment comprendre c'est quoi. Fait que tu l'as ouvert parce que tu as vu une opportunité d'affaires, mais tu n'as pas vu comment... Une Formule 1. Je suis comme, n'importe qui peut conduire une voiture, mais c'est qui peut piloter une Formule 1? Tu as besoin d'un expert derrière ça. Fait que c'est la même chose que, oui, tu peux avoir une caméra, tu peux faire ci, mais tu sais, les nombres d'erreurs qu'on a déjà faites ici, si toi, tu décides de partir une business en podcast, c'est des erreurs que tu n'as même pas encore vues parce que tu n'es même pas un podcaster, tu ne le vis même pas. Puis une fois que tu commences à te rendre compte que tu cherches pour quelque chose puis tu vas avoir des erreurs qui vont sortir, ça va coûter cher. Ça va coûter beaucoup plus cher. Fait que, tant que ça, tu sais quoi, délègue ça ici. Puis derrière ça... Il y a des chances que je le fasse. Yes. Mais derrière ça, côté business, quand je reviens, tu sais, vraiment, même avant que les bouteilles pètent, une faiblesse que je trouvais des PME, c'est qu'ils veulent faire du contenu, mais c'est dur, c'est long. Ouais. Puis la personne qui peut forcément faire le contenu, ça va être comme le CEO, par exemple, le président, le directeur général, vraiment la personne quali du produit, qui peut bien articuler comment ça fonctionne. Elon Musk, par exemple. Le problème derrière ça, c'est que ces personnes-là n'ont pas le temps. Oui, non seulement pas le temps, mais souvent pas l'expertise. Pas Exactement. Tout le monde. Moi, je suis un gars de contenu. Fait que j'ai pas de problème à faire du contenu, mais je connais des CEO qui sont très, très bons pour justement trouver les bonnes personnes, mais eux autres sont pas capables de faire du contenu. Fait que, mais tu peux engager quelqu'un. Exactement. Mais si je te dis... C'est sûr, c'est une PME. C'est une PME. Nous autres, c'est notre modèle d'affaires, le marketing en ligne, mais j'imagine un nettoyeur. Il n'y a pas une personne au contenu. Là. Mais en ce moment, j'ai comme... On a aussi un podcast en télécommunication qu'on fait encore là, puis ça va super bien. Je vais te partager les chiffres après. Cool. Mais, tu sais, le modèle que j'ai présenté à un entrepreneur vraiment qui n'a pas le temps de faire du contenu, mais qui en veut, c'est que, check, un podcast, une fois par mois. Tu viens t'asseoir ici, nous autres, on s'occupe de tout. Tu t'assois, tu as un invité, parle de ton sujet pendant 1 heure. Dans 1 heure, on peut facilement aller chercher à peu près une dizaine de mini-clips. Des mini-clips de 1 minute, 30 secondes et moins. Non, mais j'ai l'impression, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est pas tous les PDG qui savent écrire, mais là, en général, si tu es un bon PDG, tu es quand même capable de parler parce que sinon, tu n'aurais pas réussi à convaincre toutes ces personnes-là de travailler Exactement. Sur ton projet. Fait que tu as raison que techniquement, la plupart des gens sont capables de s'asseoir et de répondre et de parler. C'est ça. Fait que 1 heure par mois, tu viens ici, on fait le contenu, nous autres, on s'occupe de tout faire le editing puis trouver les meilleurs segments qui vont répondre soit à des trucs que ta clientèle veut savoir, soit peut-être faire l'acquisition de nouveaux clients, ou soit je suis en train de travailler un modèle de fou, c'est du B2E. Ça, c'est vraiment à l'interne. Business to... Employé. Oh, là, tu as fait exploser mon cerveau. Celle-là. Je connaissais B2B2C, là, mais pas G2E. Je suis en train de creuser ce game-là, le B2E. Qu'est-ce là. Que ça veut dire? Oh mon Dieu, business to employee. Attends, laisse-moi finir celle-là avant que j'embarque sur celle-là. Fait qu'1 heure de ton temps par mois, je peux vraiment garder ton audience alerte à chaque... Je peux pop, tu sais, comme naturellement, tu veux être capable de publier 2-3 fois par semaine. LinkedIn, à peu près 2-3 fois par semaine, si c'est une business B2B. Fait que tu viens 1 heure ici, moi, 2-3 fois par semaine, je vais publier tout le mois. Le contenu super pertinent, comme le truc de cybersécurité.
Comme, on a touché tellement de sujets en 1 heure. On a parlé de vraiment comment une entreprise doit protéger ses courriels, son backup, combien ça coûte, les assurances, les ci, les ça, les menaces. C'est quoi? Tout ça en 1 heure. J'ai du contenu pour le mois. Un des trucs que j'ai appris en sécurité, c'est tu veux un deuxième téléphone que personne n'a le numéro. Oh, ça, c'est Parce beau. que la plupart des hacks, c'est du social engineering. Puis, tu sais, ils spoofent parce que le double factor est toujours lié à ton téléphone. Fait qu'ils réussissent à spoofer ton numéro de téléphone parce qu'ils ont le numéro de téléphone. Ouh. Mais si tous tes trucs de sécurité, t'es vérifié avec un deuxième téléphone que personne connaît le numéro, là, t'es impossible à hacker. J'aime celle-là. Là. En plus, ça, c'est mon nouveau téléphone. J'en ai un deuxième. Parce que souvent, si on pense sécurité, la réalité, c'est tout le temps un humain. C'est comme backup. les hackers, là, ils s'introduisent dans tes systèmes, genre en entrant physiquement dans ton bureau ou en appelant au téléphone puis en se faisant passer pour quelqu'un. Tu vois, une parenthèse que j'ai vue, c'était un post sur, tu sais, vraiment les trucs là, pour engagement sur Facebook. Là. Check la question. C'est quoi la couleur de votre première voiture? Ça, c'est une question de sécurité. Là. Ouais. Puis là, le monde sont tellement comme... la mienne, c'est une Civic grise. J'avais une Acura. Je suis comme, yo, tu viens de donner... T'es juste en train de donner les réponses de sécurité que, admettons, un compte de banque. Tu pourrais poser toutes ces questions-là dans ton podcast puis frauder le monde après. De où elle vient, ouais. C'est quoi le nom de the middle name of your mother? Exactement. Va voir toutes les questions de sécurité qu'un compte de banque te demande, puis il fait un post sur Facebook, puis tu vois le monde commencer à embarquer dedans. C'est trop facile. Tu vois, c'est... Comme c'est quoi la première ville que vous aviez visitée en avion? Je sais pas, là, c'est tant des affaires. Exactement. C'est vrai que ça revient. Quel métier tu voulais Dans quelle ville vos parents se sont rencontrés? Exactement. Dans quelle ville c'était genre à habiter ta grand-mère? Ouais, des quiz. Oh shit. Des quiz. Je me méfie plus des quiz à partir de maintenant. Moi, comme marketeur, je reconnais tous ces trucs-là. Comme les trucs comme c'est quelle paire de souliers vous avez, quelle couleur de paire de souliers en ce moment. Ça, c'est du gros ads. Je suis comme ouais, tu t'écris je veux des souliers rouges. Boum, je commence à te bombarder des ads de souliers rouges. Aussi simple que ça. C'est brillant comme campagne. Mais anyway, en quoi je disais, c'est. Fait que tu fais du contenu comme ça. Fait que tu viens comme la faiblesse qui est le temps. Puis la force que tu as besoin, c'est du contenu. Fait qu'en 1 heure, le podcast te permet à générer ça. Puis qu'est-ce qui est le fun du podcast? Tu peux générer à peu près 3 formats différents. Fait que si je te dis je peux avoir 10 contenus différents sur une conversation de 1 heure, je peux le faire en 3 formats. Vidéo, audio. Puis maintenant, on a des AI qui vont convertir ton audio en script. Voilà ton blog. Là, tu vas prendre un copywriter, corrige 2-3 trucs. Ouais, c'est ça, il faut le corriger. Ouais, non, exactement. À moins que tu wild, mais tu mets copywriter, mets du SEO, comme OK, je vais mettre ça, c'est ça. La job, elle vient de terminer, puis l'intelligence est là, parce que c'est la personne source qui vient de te donner le knowledge. Puis je trouve que c'est ça la force du podcast que j'ai découvert comme, voilà vraiment, je pense que qu'est-ce que comme marketeur je peux créer par la suite. Oui, non, c'est un beau challenge, je suis d'accord avec toi. Puis le B2E, dans le fond, c'est du podcast pour les employés. C'est vraiment un podcast... c'est du employer marketing, de marque exactement. employeur, je pense qu'il appelle. Pour de l'acquisition, ouais, c'est de la marque employeur. Ouais. Pour de l'acquisition, puis l'engagement employé, puis la rétention employée. OK, non, c'est pas si spécial. C'était juste l'acronyme qui était nouveau, mais sinon... Mais tu sais, je suis comme... Puis en ce moment, on est en train de travailler des projets dans ça, dans du B2E. Puis je trouve que c'est une super niche de fou. De plus en plus important quand le monde sont chez eux. Fait que... parlons du marché. En ce moment, actualité, là, juste pour finir, wrap up ce podcast. Je pense qu'on a touché. Est-ce qu'on s'en va en récession? Écoute, j'aimerais ça savoir exactement où le marché boursier va. Là. Je serais plus riche si c'était le cas. Écoute, ça fait longtemps. En général, là, si tu regardes historiquement, tu as toujours des crises. Ça monte, ça descend. Ça, c'est inévitable. Puis si le monde te dit que quelque chose peut monter pour toujours, comme le monde disait que les cryptos allaient juste monter puis allaient jamais redescendre, c'est pas possible. C'est pas comme ça que les marchés fonctionnent depuis le début de l'humanité. Et en général, c'est ça, c'est des cycles de 7-8 ans en moyenne. Fait que, la dernière crise, c'était 2009. Fait que, à partir, tout le monde qui suit ça, à partir de 2016-2017, là, tout le monde, même quand j'ai fondé Hard Bacon, j'étais comme, il va probablement avoir comme une grosse crise au début de mon entreprise. Puis c'était une crainte que j'avais. Il n'y en a jamais eu. Là, on est dans un bear market. En mars 2020, il y a eu une grosse drop
qui ressemblait à une récession, puis on a eu le plus gros bull market depuis longtemps. Là, c'était fou. Là, c'était normal, ça avait monté tellement que... Là, fait que, on ne sait pas, est-ce que c'est une correction? Parce que les valorisations des compagnies, surtout technologiques, étaient juste insensées. Est-ce que c'est une correction où on s'en va? Puis c'est sûr qu'il y a d'autres problèmes. Il y a l'inflation. La pandémie. Donc, il y a plusieurs problèmes qui font en sorte que ça pourrait se transformer en récession. Moi, je pense que c'est probable. Ouais, je pense qu'on le saura en pas long. Hein. Mais la réalité, c'est que personne ne le sait. Je dirais qu'il y a plus de chances que ça soit une récession que ça ne soit pas une récession. Mais je n'irai pas à dire c'est sûr qu'il y a une récession. Mais tu vois, elle va arriver. C'est sûr qu'il va avoir une récession, mais peut-être qu'on pourra avoir 2 ans de croissance puis que ça se rétablit. Écoute, les signes ne m'indiquent pas ça, mais les signes indiquaient, en mars 2020, beaucoup de gens pensaient, même Warren Buffett, qui est un des gars en investissement les plus intelligents sur la planète, dans sa conférence à ses actionnaires, dans le bout, là, c'était autour de mars 2020, là, il a parlé pendant 2 heures de 1929 parce que lui, il s'en souvient, ce qui est insensé. Il s'en souvient, je pense que c'est son père qui était un stockbroker, en fait, qui avait vécu, puis lui, ça l'a marqué, puis il avait commencé à investir quand il était enfant. Donc, et lui, il s'attendait à une crise, une récession solide, puis il y a eu 2 ans de croissance. Personne ne peut le savoir. C'est pas une question qui n'est pas compétent. C'est d'essayer de prévoir. L'économie, selon moi, c'est un peu comme la météo. C'est que pas le slogan, mais le saying, l'adage qui dit le battement d'aile d'un papillon peut créer une tempête au Brésil. Un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut créer une tempête en France ou quelque chose comme ça. C'est la réalité de l'économie. C'est plein de gens qui prennent des décisions. Puis ces décisions-là s'accumulent pour créer des effets de mouvement. Fait que pour moi, d'essayer de dire « dans 2 mois, voici où on va être », tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des signes inquiétants sur l'économie puis qu'il y a des chances que ça s'enraye. Puis on sait aussi que ce qui monte doit redescendre. Mais quelque chose d'intéressant, puis c'est définitivement, ça ne va pas être facile pour personne, je trouve. Mais comme tu as dit, le 8 à 10 ans cycle, quand la dernière récession qu'il y a eu en 2008-2009, moi, je pense que j'étais même pas encore à l'université, mais je comprenais vraiment qu'est-ce qui se passait. Oui, j'étais allé en université, je pense que j'étais dans mon cours d'économie où est-ce que j'ai appris les cycles puis tout ça. Fait que j'étais trop jeune pour comprendre vraiment c'est quoi les opportunités derrière ça, comment les opportunités. Mais j'ai vu, je lisais, c'est comme, il y a Uber qui est sorti derrière ça, Airbnb qui est sorti derrière ça, il y a, Facebook, il y a beaucoup de startups qui ont juste explosé. Même statistiquement, quand il y a un taux de chômage élevé, il y a plus d'entreprises qui sont créées, parce que créer une entreprise, souvent, c'est le moyen de faire quelque chose. On s'ennuie, on n'a pas de job. Mais parce qu'il y a aussi un besoin. Je me souviens, j'avais été, quand j'étais journaliste aux affaires, j'avais été dans la région Kitchener-Waterloo, juste après que BlackBerry, c'était quasiment, n'avait pas fait faillite, mais avait mis à pied quasiment tout le monde. Et tu avais énormément d'ingénieurs qui n'avaient pas envie de déménager à Toronto, puis ils ont lancé une entreprise. Fait que c'est pas forcément il y avait vraiment besoin de lancer l'entreprise pour manger, mais c'est un déclic pour beaucoup de gens qui souvent se disent je vais attendre un dernier bonus. J'entends souvent ça. Mais là, l'entreprise ferme, mais là, OK, c'est le temps de se partir. Puis effectivement, des fois, tu as des choses qui sont moins chères. La publicité, tu le sais, c'est l'offre et la demande. Moi, je me souviens, en mars 2020, on a augmenté la publicité. Moi, j'aime ça faire le contraire des gens. Là. Je suis d'accord. Puis c'était moins cher. Fait que quand c'est moins cher, moi, j'aime ça acheter. Non, 100%. Puis quand j'ai vu ça, je me dis, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire, fait que je suis pas prêt pour ça. Mais quand j'ai su que c'est cyclique, fait que dans 10 ans, fait que tout ce que j'ai fait pendant, admettons, cette période-là, 2010 jusqu'à 2020, puis dans ma croissance dans la vingtaine, c'est de me préparer à le prochain cycle, la prochaine baisse. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a de l'opportunité. Parce que si on baisse, c'est là que j'ai remarqué que beaucoup de choses sont sorties. Puis je me dis que maintenant, je suis mature. Maintenant, j'ai du capital, j'ai des idées, j'ai de l'expérience, j'ai beaucoup de choses. Fait que c'est le temps de me lancer, faire quelque chose de sérieux, comme tu peux le voir ici. Puis je pense que pour tous ceux comme Hard Bacon qui vont prendre cette marge-là, cette courbe-là vers la hausse pour les prochaines années qui s'en viennent, on va être les prochains qui vont avoir bâti des belles entreprises. Juste à cause qu'on a eu le gut de sauter, de oser vraiment faire le saut, puis développer quelque chose qui a vraiment
Parce que le monde, en ce moment, sont plus, dans ton cas, les finances, c'est quelque chose. Le monde gaspille ridiculement. Puis, on veut être plus centré sur plus de contrôle. Puis, pareillement, ici, côté avec l'attention. Fait que je pense que tu as une belle entreprise qui s'en va, qui va prendre la courbe vers le haut. Mais nous autres, qu'il y ait une récession ou pas, d'un point de vue, c'est ça, c'est plus difficile d'aller chercher des capitaux dans un contexte de récession. Par contre, nous autres, notre modèle d'affaires, plus il y a l'incertitude économique, plus les gens veulent regarder c'est quoi l'état de leurs finances, posent des questions. Donc, nous autres, sur le plan des opérations, ça nous fait grossir. Sur le plan du financement, ça rend les choses un peu plus compliquées. Cela dit, on vient de closer une ronde, puis on est dans une récession. Ou on est dans un bear market. On n'est pas encore dans une récession. Mais donc, ça fonctionne, mais... ça vient, mais il y a toujours de l'opportunité. Puis, justement, en tant qu'entrepreneur, notre job, c'est de dire, essayons de miser sur l'opportunité, puis de s'en aller de la partie. Donc, dans ce cas-là, mettons, si on dit que le financement est plus difficile à trouver, mais c'est plus facile d'aller. On va focusser sur augmenter nos revenus, puis maximiser les channels publicitaires qui sont rendus moins chers. Ça peut être une approche. Mais selon moi, il y a un brassage de cartes dans une crise économique. Fait que pour quelqu'un qui part avec rien, tu as tout à gagner. Fait que s'il y a du monde qui nous écoute, là, qui n'ont pas beaucoup d'argent dans leur compte de banque, qui n'ont pas de maison, c'est une richesse, là. Vous n'avez absolument rien à perdre. Ouais. Les gens qui ont des choses à perdre dans une crise économique, ils risquent de perdre, right? Parce qu'ils ont plein de choses à perdre. Quand tu n'as rien à perdre, c'est soit que tu vas sortir de la crise avec rien ou avec beaucoup. Fait que tu as vraiment... C'est quasiment un avantage, moi, je dirais, parce que tu n'as rien à protéger. Puis tu peux regarder avec un... Tu n'as pas toute l'émotion, parce que quand, mettons que j'étais coté en bourse, puis on avait perdu 80% de notre valeur, comme certaines entreprises, ça vient t'affecter, puis ça vient contrôler un peu ton narratif. Tandis que si tu pars de rien, bien là, tu peux voir le marché sans aucune émotion, trouver les opportunités puis aller exécuter sur ça pendant que tout le monde est en train de lécher ses plaies parce qu'ils ont perdu beaucoup. Non, exactement. Fait que moi, je pense que c'est ça. Ça, c'est notre chance, notre opportunité dans le temps de réussir. Puis on va voir dans les... moi, j'ai une vision à long terme aussi de qu'est-ce que je veux amener ça. Je veux bâtir pour dire un empire médiatique indépendant. C'est ça mon objectif derrière ça. On commence petit, mais je me donne encore quelques années. Joe Rogan est acheté pour 100 millions juste pour un podcast. C'est pas obligé d'être moi. J'ai juste besoin de Joe Rogan ici. C'est ça, exactement. Tout. Puis, je fais ma part, je l'aide, puis on fait... Puis je pense que c'est ça vraiment qu'on va pouvoir sortir derrière ça. Peut-être une dernière question, j'aurais. Votre IPO, oui. Ça s'en vient? On travaille là-dessus. On planifie le faire en 2023, donc début 2023. C'est clair que les valorisations qui ont baissé des entreprises technologiques, c'est quelque chose qui va rendre le processus plus difficile. Mais cela dit, comme je t'ai déjà dit, j'aime faire l'inverse de ce que tout le monde fait. Et une des choses qui arrive quand il y a une baisse des valeurs puis un marché qui est plus volatile comme ça, bien, il n'y en a plus personne qui s'en va en bourse. Donc, quand tu es le seul, tu as souvent des avantages parce que tu es capable de travailler avec... Il y a un an, tout le monde voulait aller en bourse, puis là, les courtiers n'étaient plus capables de répondre à la demande. Là, c'est l'inverse. Ils doivent renvoyer du monde ou ils ne savent pas quoi faire. En tout cas, fait que oui, c'est toujours sur les planches. Et l'autre chose que je pense que ça peut nous favoriser, un environnement plus difficile sur le plan financier, c'est que quand tu es une compagnie publique, tu peux émettre des actions et tu peux faire des acquisitions en actions. Donc, dans un contexte où les banques ne financent plus les deals, il y a toujours des gens qui veulent exister, vendre leur entreprise. Être une compagnie publique, ça te met dans une position de force parce que tu es capable de faire des acquisitions. En émettant des actions, donc sans avoir besoin de financement. Ça, je ne savais pas. C'est un des avantages. Pourquoi tu vas en bourse, ultimement, tu as deux avantages. Tu as créé de la liquidité pour les actionnaires actuels. L'autre, c'est aller chercher du financement institutionnel. Donc, et le troisième, ça serait d'avoir une monnaie que tu peux créer toi-même, qui est ton action. Je dirais que c'est trois avantages. Tu as plein de désavantages aussi, mais je ne vois pas d'autres des trois avantages. Puis peut-être un quatrième, c'est une visibilité accrue. Visibilité et crédibilité accrue. Tu es une compagnie publique. Tu es le CEO d'une compagnie cotée au TSX ou au CSE ou au Nasdaq. Fait que
tu as quelques avantages. Ensuite, c'est compliqué. Ça coûte cher. Et ça peut aussi faire perdre le focus à une entreprise parce que tu as tout l'opérationnel, mais tu as aussi toute relation aux investisseurs, comment ton stock se comporte en bourse. Donc, ça, c'est des désavantages. Et qu'est-ce que Hard Bacon a besoin pour atteindre cet objectif-là? Présentement, on a besoin d'exécuter. T'sais, on vient d'aller chercher notre financement. Fait que, ça vous a aidé on a notre financement. J'ai des embauches à faire. On est en train de scaler, mais on est en grande croissance présentement. Fait qu'il faut juste... Il ne faut pas briser notre machine de croissance. Il faut continuer. Dans les vacances, ça va être l'année prochaine. Shit! Écoute, ça n'a aucun sens. J'ai besoin de vacances. Fait que je vais sûrement trouver le moyen d'en prendre cet été. Mais on close la ronde le 27 juin. Donc, dans 10 jours à peu près. Puis, tu sais, là, je suis déjà en train de faire des entrevues d'embauche. En tout cas, c'est des journées de plus que 12 heures là, ces temps-ci. Moi aussi, je suis en train de travailler une ronde de financement. Peut-être pas à ton scale, mais je devrais finir à la fin de ce mois-ci. Puis, après ça, je vais prendre une petite semaine de vacances. C'est dur. Peu importe de la manière qu'on lève du financement, les gens sont attachés à leur argent, puis c'est normal. C'est leur argent. Fait que c'est pas vrai. On a toujours l'impression que c'est difficile pour nous de lever du financement, mais c'est facile pour lui. Mais si tu connais les histoires, même les belles rondes institutionnelles, etc., des fois, c'est genre c'est au moins 6 mois, c'est des centaines et des centaines de rencontres. Moi, ça m'aurait pris 6 mois. Ah, c'est ça. 6 mois, c'est jamais facile. C'est facile pour personne. Le seul truc, c'est que c'est pas forcément plus difficile de lever 100 millions que de lever 500 000. Ça veut dire le même effort. C'est très difficile dans les deux cas. Mais effectivement, si tu as un véhicule qui te permet de lever 100 millions, va lever 100 millions. On s'entend qu'à Bacon, on n'est pas rendu là. Éventuellement, on va l'être. Mais c'est la partie qui c'est vrai que c'est frustrant, que c'est le même, mais c'est toujours beaucoup de travail de faire norme. Excellent. Excellent, Julien. Wow. Je ne sais pas combien de temps on a fait, mais on dirait qu'on a fait... on a passé tellement de sujets. Pour guys, tes coordonnées, hardbacon.com. .ca, mais on possède le .com. Fait que le .com va amener à la bonne destination aussi. Fait que parfait. On peut trouver, moi je te vois souvent dans, sur dans LinkedIn. Google Play, App Store, vous pouvez downloader Hard Bacon aussi. Puis YouTube, vous avez un YouTube? On a un petit channel YouTube là, qui est un peu laissé à l'abandon, mais on a des projets futurs. Je vais t'aider avec ça. Ah, cool. Mais excellent, Julien. Hey, ça a été un super plaisir de t'avoir ici, Yellow Sea Podcast. On en a appris beaucoup. J'aime vraiment ce que vous êtes en train de bâtir. Moi, je vous ai décrit comme un fleuron du Québec qui vraiment pour le potentiel. Ouais, je pense que derrière ça, ce que je retiens, c'est beaucoup l'entrepreneur qui est vraiment en train de diriger ce navire-là. Quelqu'un qui n'est pas nécessairement le gars de finance, mais quelqu'un qui a le flair, qui a la vision, puis qui prend action pour vraiment pour son objectif. Julien Brault, Hard Bacon. Bienvenue encore une fois. Merci de m'avoir invité. Yellow Sea Podcast. It's a wrap.